Bienvenue à l'After Lutèce. Bienvenue les Lutétiens. Bienvenue à l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que les Lutétiens pensent tout bas. Et oui, on se retrouve aujourd'hui enfin pour analyser le deuxième tiers de la saison. Enfin, on va parler à nouveau de stats sur les 10 journées écoulées, même si on est déjà à la 12e journée. Vous avez vu, mes pérégrinations à travers le monde font que je suis un peu en retard. Je vous prie de m'en excuser pour cela. J'espère malgré tout que vous regarderez quand même cette vidéo, même si la J10 en fait est assez loin derrière nous. On a pris un petit peu de retard, même tous les joueurs, moi y compris, mais je vois que c'est vite rattrapé par beaucoup d'entre nous. Donc on est déjà à la 12e journée et même des matchs de la 13e journée se sont déjà joués. C'est pas grave. Faisons quand même l'analyse de la 10e journée. Alors, comme toujours, on va faire le même schéma. On va d'abord parler des stats générales, puis on va parler un petit peu des différentes formes, des rosters joués. On va faire un petit tour du côté des stars sur le terrain, les joueurs, vos joueurs, ceux qui se sont vraiment démarqués jusqu'alors. Enfin, on ira voir aussi du côté bien sûr, du meilleur chasseur. Puis, ce que vous attendez tous, hein, évidemment, c'est l'analyse individuelle des performances de chacun d'entre vous. La partie la plus intéressante, hein. Mais ce sera dans une deuxième vidéo, voire une troisième vidéo, parce que l'analyse risque d'être longue, donc je vais essayer de vraiment découper ça pour que ce soit assez digeste pour vous, et même pour moi, et même pour mon ordi. Alors vous avez vu, changement de décor. J'ai investi dans un petit micro qui marche plutôt pas mal, comme vous avez vu sur la dernière vidéo. Du coup, voilà, je change, je bouge, suivant suivant la place que je peux occuper en fonction des desiderata de mes princesses en fait. Donc là, on se retrouve en bas dans mon salon, voilà, dans mon salon avec les plantes, les lampes. Et allez, sans plus attendre, passons tout de suite à l'analyse globale, au stade global de ce deuxième tiers de la saison. Donc, quand on parle des stats globales, on regarde d'abord la plus importante, à savoir celle des touchdowns. Au niveau des touchdowns, c'est pas fameux, hein. On est sur une moyenne de 1,17 touchdowns par équipe par match. C'est une moyenne quasiment complètement même identique à celle du premier tiers, 1,17 pareil. Je crois qu'il y a vraiment un petit écart sur les centièmes, voire sur les millièmes. Donc c'est 1,17 pareil, tout pareil que le premier tiers, sauf que c'est beaucoup moins bien que le deuxième tiers de la saison de l'année dernière où on était à 1,24 touchdowns. On avait beaucoup plus marqué l'année dernière à la même période. Il n'en demeure pas moins que la moyenne générale sur les deux premiers tiers de la saison, c'est 1,17 forcément, 1,17 touchdown en moyenne, ce qui est légèrement mieux que l'année dernière à la même période, on était à 1,16. Ça veut bien dire que l'année dernière, on avait beaucoup moins bien démarré la compétition en termes de touchdown marqués et on avait vraiment explosé les compteurs sur le deuxième tiers, alors que cette année, c'est plutôt constant. C'est même constant. Quoi qu'il en soit, même si le deuxième tiers est bien moins bon que le deuxième tiers de l'année dernière, de la saison, euh, la moyenne globale est légèrement pour un centième est meilleure que l'année dernière. Donc, quels sont les meilleurs rosters en la matière? Forcément, les Elfes Sylvains. Alors, ils ont l'avantage d'être unis représentés. Malgré tout, sur le deuxième tiers de la saison, c'est eux qui dominent les débats avec 2,6 touchdowns marqués sur les 5 matchs joués. Et derrière, forcément, toujours les mêmes, ceux qui marquent beaucoup, les Scaven, 1,9 touchdown. Et ils sont rejoints, attention, par un roster qui a performé sur le deuxième tiers de la saison, les Elfes Noirs. Les Elfes Noirs ont également marqué quasiment 2 touchdowns par match. Donc bravo à ces deux rosters, surtout que les Scaven sont 4. Les Elfes Noirs sont que 2 représentés, mais par rapport au premier tiers de la saison, les Elfes Noirs font vraiment un excellent parcours sur le deuxième tiers de la saison. Enfin, autre roster qui marche très bien sur le deuxième tiers de la saison, les Hauts-Elfes, 1,6 touchdown en moyenne de marqué. Pareil, bel exploit, alors qu'ils sont représentés par 5 équipes quand même, les Hauts-Elfes. Donc chapeau aux Elfes également.
Au général, maintenant, au général, c'est toujours les Alpes Sylvains qui dominent les débats, mais encore une fois, ils sont unis représentés. Donc, tant que l'équipe de Zaiko marche bien, bah, le roster marche bien. Malgré tout, 3,1 touchdowns de marqués, soit 31 touchdowns au total, hein, quand même, chapeau là. Ensuite, les Scaven, 1,97 touchdowns en moyenne de marqués, donc presque 2 touchdowns par match, ça c'est extraordinaire aussi. Alors on sait les facilités des Scaven à marquer, mais quand même quatre équipes jouées, et ces quatre équipes tiennent une moyenne de presque 2 touchdowns par match. Franchement, chapeau, franchement, excellent résultat. Ça se voit que c'est un roster, là, cette année, qui est joué par des coachs hyper expérimentés quand même. Enfin, Léo Lézard qui arrive en troisième place du podium avec 1,52 touchdowns de marqué sur les 10 journées. Bravo aussi au Homme Lézard. Alors pareil, c'est un roster qui a des facilités de marquer et ça se voit. 1,52, c'est beaucoup moins bien que les deux premiers, mais ça reste quand même une excellente moyenne. Alors maintenant, quels sont les pires rosters? Qui c'est qui marque le moins de touchdowns? Et là, ça va vraiment pas fort chez les chaotiques. Euh, sur le deuxième tiers de la saison, c'est les élites du chaos, 0,4 touchdowns en moyenne de marqué. Les nains du chaos, 0,5 touchdowns de marqué en moyenne. Et les renégats du chaos, 0,6 touchdowns en moyenne sur le deuxième tiers. Alors, les renégats en troisième position sont rejoints par euh, l'Alliance du Vinland et les Norsk qui ont la même moyenne de 0,6. Mais vous voyez bien que vraiment les chaotiques, ça va pas du tout. Comme on dit toujours, chez les équipes chaotiques, une saison est chaotique. Bon, peut-être moins chez les nains du chaos, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment les chaotiques qui sont vraiment les grands perdants de ce deuxième tiers de la saison. Alors, au général, qui sont les pires rosters? Bah, l'Alliance du Vimonde, MBB toujours pareil, il a toujours autant de mal à marquer des touchdowns. 0,4 touchdowns de marqué sur les 10 premières journées. 0,4 touchdowns de marqué sur les 10 premières journées par match, évidemment, c'est une moyenne. Les Norse aussi, les Norse qui vivent une saison très difficile, très compliquée, 0,65 touchdowns en moyenne de marqué par match par les Norse. Enfin, trois équipes qui sont vraiment aussi dans le dur cette saison. Les Vampires, les Renégats du Chaos donc, et la Noblesse Impériale aussi. Cette année, c'est vraiment la déchéance. 0,7 touchdowns de marqué en moyenne par équipe et par match sur les 10 premières journées. Parlons maintenant au niveau individuel, qui sont les meilleurs marqueurs. Alors sur le deuxième tiers de la saison, mais comme sur le reste de la saison, les débats sont dominés par Zaiko, hein, donc même si le score global sur le deuxième tiers est moins bien, comme je disais, moins bien que sur le premier tiers de la saison, Zaiko était à 13 touchdowns sur le deuxième tiers, il était quand même à 18 sur le premier tiers de la saison. Donc 5 touchdowns de moins qu'en début du championnat. Ensuite viennent les Scaven, Martiniel et l'UX, 12 touchdowns. Enfin, Ashram, 11 touchdowns. Et là, pour le coup, il est rejoint par Nicap en elfe noir, en touchdown également. Et puis par un joueur qui a performé de feu de Dieu sur le deuxième tiers, à savoir Olivier Dulac, qui est également en halfling avec ses petits êtres ventrus. Il a 11 touchdowns également. Bravo. Chapeau à tous ces coachs-là. Surtout Olivier Dulac qui carbure, hein. On va voir ça tout à l'heure, mais il est extraordinaire sur ce deuxième tiers de la saison. Alors au général, le meilleur marqueur, donc comme je disais, Zaiko, 31 touchdowns quand même. 31 touchdowns les gars, 3,1 touchdowns en moyenne. C'est plus du tiers de certains joueurs, hein. Il a marqué plus de trois fois plus de touchdowns que certains autres joueurs. C'est incroyable. Alors, on va me dire, oui, les elfes Sylvains, ça marque facilement. Bah ouais, essayez. On va voir si vous arrivez à marquer 31 touchdowns en 10 journées de la Lutèce. Ensuite, les Scaven, forcément. Martoni et Luix, 26 touchdowns. Toujours autant de facilité à marquer des TD. Et enfin, Ashram. Alors Ashram, un petit peu moins bien, 23 touchdowns, même si il a l'avantage d'avoir une défense très solide et surtout d'être, pour l'instant, le seul joueur invaincu du championnat. Donc bravo à tous ces coachs-là. De l'autre côté de la barrière, on a ceux pour qui c'était très dur, très difficile. Alors sur le deuxième tiers de la saison, ceux qui ont marqué le moins de touchdowns, c'est Doug Grotznik. On disait les difficultés des Norse. Gobbs, on est du chaos, bien sûr.
Baba Yara, alors là c'est une surprise, Baba Yara en Inde du chaos, qui a aussi très peu performé. Et enfin, pire que ça, euh, Bozo. Bozo en un également dans les pires sur le deuxième tiers de la saison, avec seulement 2 touchdowns de marqués. C'est vraiment très bas. Donc tous ces 4 coachs-là n'ont marqué que 2 touchdowns en 5 matchs. Et surtout, la grosse surprise, c'est Bozo. C'est Bozo qui vit une deuxième partie de la saison très dure, très difficile. Ensuite, il y a toute une ribambelle de coachs qui n'ont mis que 3 touchdowns. On retrouve là donc Gongon, Pixman en orc, Kel Flint, Melfios également, 3 touchdowns seulement, Bistouf, Kossus, Poire Abricot, Ma Big Burger donc, et Yeti Six. Donc tous les coachs qui ont vraiment eu énormément du mal sur le deuxième tiers de la saison et qui ont marqué que 3 touchdowns. Alors, au général, les pires marqueurs, on retrouve un peu les mêmes. Ma Big Burger, malheureusement, hein, 4 touchdowns de marqués seulement en 10 journées, c'est très faible, hein, 0,4 de moyenne. C'est dur, là, les 11 du monde, hein, c'est dur. Yuxgul en Norse, hein, je disais encore une fois, les Norse, ils ont du mal. 5 touchdowns seulement de marqués, un de plus, à peine un de plus que MBB. Enfin, 4 coachs à 6 touchdowns, donc Epagnol en orc, même s'il s'améliore un petit peu sur le deuxième tiers, il est qu'à 6 touchdowns au total. Bistouf également en Inde du chaos, très dur, une saison très compliquée, je pensais qu'il allait mieux performer que ça. Kossus en noblesse impériale, alors Kossus, faut arrêter la noblesse, quoi. Et enfin, Poire Abricot en vampire, on lui prédisait une saison difficile, on le voit là, avec cette moyenne très faible de 0,6 touchdowns de marqué en moyenne. Donc tous ces coachs-là, une saison compliquée pour eux, très difficile jusqu'à la 10e journée. Parlons maintenant des meilleures défenses. Et là également, sur le deuxième tiers de la saison, quelques surprises étonnantes, puisque la meilleure défense revient aux elfes noirs. Comme je vous disais, les elfes noirs ont performé de feu de Dieu sur le deuxième tiers de la saison, et ils se retrouvent meilleur roster, meilleur défenseur, avec seulement 0,5 touchdowns d'encaissés par match par équipe. Plus étonnant encore, ils sont suivis juste derrière, alors pas un roster uni représenté, mais quand même, les Gobelins. Les Gobelins, ceux de Le Propre, n'ont encaissé que 0,6 touchdowns en moyenne par match. Donc chapeau à Le Propre, parce que en Gobelin, performer autant sur le deuxième tiers, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, plus classique, les Nains, toujours aussi solides en défense, 0,7 touchdowns en moyenne d'encaissés par match sur le deuxième tiers de la saison, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus classique. D'ailleurs, on les retrouve en première place du podium sur la totalité des 10 journées jouées, puisque les Nains ont cette même moyenne de 0,7 touchdowns d'encaissés par match depuis le début de la saison. Donc, on voit que la solidité des équipes naines n'est en rien galvaudée, en tout cas à la vitesse. Derrière, comme je disais, les elfes noirs, grâce à leur super performance sur le deuxième tiers de la saison, ils se retrouvent deuxième au général avec une moyenne de 0,75 touchdowns encaissés par match depuis le début de la saison. Donc chapeau bas encore une fois à les elfes noirs, et on le verra plus tard, c'est quand même un des rosters forts sur le deuxième tiers de la saison. Enfin, un autre roster toujours aussi solide, même s'il a été un peu moins performant sur les derniers matchs, les Orques. Les Orques, donc depuis le début de la saison, n'ont encaissé que 0,88 touchdowns par match, par équipe. Donc là encore, la solidité des Orques, la solidité des légendaires des Orques, se justifie cette année à la vitesse. De l'autre côté de la Manche, les pires rosters, les pires défenses, les défenses les plus poreuses. Donc les Renats du Chaos, on a dit les Renats du Chaos ont vraiment du mal sur le deuxième tiers de la saison. 2 touchdowns encaissés par match sur les 5 derniers matchs. Alors bon, ils sont représentés que par une équipe cette année, mais on voit que c'est difficile pour eux. La Nébuleuse Impériale aussi, 1,7 touchdowns encaissés par équipe par match. Donc là, on voit aussi que la noblesse, ça va pas du tout cette année. Et enfin, 2 autres rosters dont j'ai tendance à parler lorsqu'on parle des rosters en méforme, les North, donc, et bien sûr l'Union Elfique, 1,6 touchdowns d'encaissés en moyenne par équipe par match sur le deuxième tiers de la saison. On voit que ces 4 rosters-là, ils ont vraiment souffert entre la journée 6 et la journée 10. Au général, on retrouve quand même le roster qui a moins bien débuté la compétition, à savoir l'Alliance du Vimonde,
qui depuis le début de la saison encaisse une moyenne de 1,8 touchdowns par match. Donc encore une fois, ma Big Burger, euh, pire marqueuse depuis le début de la saison et pire défense. Euh, voilà, on change pas des méthodes qui gagnent, MBB, ou qui perdent. Je sais pas, mais en tout cas, pire attaque et pire défense sur les 10 journées jouées. Mais je devrais pas fanfaronner parce que l'Union Elfique arrive juste en deuxième position, juste derrière l'Alliance du Monde, avec une moyenne de 1,65 touchdowns encaissés par équipe et par match. Alors, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Regardez plutôt du côté de Syrax, mais je n'en dis pas plus. Euh, enfin, en troisième place du podium, on retrouve donc le roster qui performe vraiment pas sur le deuxième tiers, à savoir les Renégats du Chaos, qui sont à la troisième place des équipes les défenses les moins solides, avec 1,6 touchdown d'encaissé depuis le début de la saison. C'est le troisième roster le plus à la défense la plus poreuse. Alors maintenant, évidemment, euh, individuellement, quels sont les meilleurs défenseurs? Et là, grosse surprise, à la première place du podium sur le deuxième tiers de la saison, devinez qui on retrouve? Olivier Dulac. Olivier Dulac en halfling, combien il a encaissé de touchdowns? Vous ne le savez pas, je vais vous le donner tout de suite. Un pauvre et malheureux touchdown encaissé par des halflings sur un deuxième tiers de la saison de la Lutèce, sachant qu'il en a marqué 11. Honnêtement, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'il réalise en halfling. Euh, là, c'est là qu'on voit les grands champions, honnêtement, faut le dire, c'est des bons joueurs. Ces types de joueurs, c'est des bons joueurs, Olivier Dulac en fait partie. On est heureux de l'avoir à la Lutèce. Le mec a quand même un goal average, un touchdown average, de plus 10 en halfling sur un deuxième tiers de la saison. On n'est pas sur le début de la saison, encore une fois, où les halflings peuvent performer. On est sur un deuxième tiers où les équipes commencent déjà à être expérimentées et à avoir plein de compétences. Et le gars fait un plus 10 en touchdown average. Incroyable, donc bravo Olivier. Je sais pas comment tu fais, c'est incroyable. Et franchement, faut le souligner. Ensuite, derrière Olivier Dulac, on retrouve 4 coachs qui ont aussi performé de manière excellente sur le deuxième tiers de la saison. Pixman et Yaouch en Orc, et Magus et SSB en Necro, donc des rosters connus pour leur solidité défensive. Ils encaissent 3 touchdowns sur tout le deuxième tiers de la saison. Enfin, il y a une ribambelle de coachs, je ne veux pas les citer, mais qui ont des défenses solides, qui ont encaissé 4 touchdowns seulement sur les 5 derniers matchs. C'est pas mal. Bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a une petite dizaine. Mais chapeau à eux tous, mais surtout chapeau à Olivier, hein, encore une fois, bravo. En général, là encore, on trouve Olivier Dulac, avec seulement 5 touchdowns encaissés sur les 10 journées jouées. Il a encaissé 0,5 touchdowns par match seulement en halfling, hein, avec un roster halfling, les gars. Hein. Donc là, c'est juste incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Et il partage cette première place avec SSB. Alors là, bon, Necro, c'est un peu plus logique. 5 touchdowns aussi également d'encaissés par SSB seulement sur les 10 journées jouées. Derrière eux viennent 2 autres équipes, donc l'une dirigée par Kral et JC et l'autre par Nicap, lesquelles ont encaissé uniquement 7 touchdowns depuis le début de la saison, donc 0,7 de moyenne, forcément 10 matchs joués. Donc pareil, solidité défensive à toute épreuve. Donc ensuite, à la troisième place du podium, on retrouve 5 coachs avec des défenses également très solides qui ont encaissé que 8 touchdowns en 10 matchs. Azroag, ensuite 3 orques, Pixman, Gongon et Chouf. Et Dritz également, Lézard, qui a également encaissé que 8 touchdowns. Donc là aussi, des défenses hyper solides et des coachs forcément qui jouent les premiers violons dans la compétition. Maintenant, de l'autre côté, les pires défenseurs, sur le deuxième tiers, ils sont quelques-uns. Ils sont 5 coachs hein, à avoir encaissé 10 touchdowns en 5 matchs. On a Mamet en humain, le liquide en nécro, donc un nécro euh, qui, qui détonne par rapport aux autres avec une défense vraiment pas solide. Crouch en Scaven également, donc ça change des autres Scaven pour Crouch. Syrax, donc j'en parlais, et Yeti Six en renégat du chaos, je le disais aussi. Donc 2 touchdowns d'encaissés par match sur le deuxième tiers de la saison par ces coachs-là. Juste derrière, on a un autre humain, Kel Flint et Kossus en noblesse impériale, qui ont encaissé quand même 9 touchdowns par match, 9 touchdowns au total, soit 1,8 touchdowns par match.
Enfin, 5 coachs qui en ont encaissé quand même 8. Et là, il y a Nabolo en elf quand même. Même s'il performe, il a quand même chopé, pris 9 touchdowns dans la tranche. Bosque en Scaven. Akhtar, donc vous voyez, la noblesse impériale a vraiment du mal aussi en défense. Doc et Yogzul, donc les deux Norse qui ont du mal aussi. 8 touchdowns encaissés sur les 5 derniers matchs joués. Après, au général, il y a quand même deux, trois coachs qui se détachent vraiment. Mamet, 23 touchdowns déjà encaissés en 10 matchs. Alors certes, il est encore très très loin du record néfaste d'un certain triple A. Je devrais pas le citer dans mes vidéos, celui-là. Quoi qu'il en soit, il est très loin du record néfaste du triple A. Mais 23 touchdowns, ça fait quand même mal. Derrière Syrax, donc encore une fois, que je disais que il abaisse un peu la moyenne de l'Union Alphique, mais bon, on sait que c'est dur en Union Alphique. Et là, la découverte de la vitesse pour le rookie, l'autre rookie, hein, mis à part Mohamed, elle est dure aussi. 20 touchdowns d'encaissés, donc 2 touchdowns par match d'encaissés par Syrax aussi sur les 10 journées jouées. Enfin, Crouch, qui a du mal aussi en Scarven, même si il commence à performer, mais le début de la saison était catastrophique. Il a un 19 touchdowns encaissés, donc 1,9 par match. Donc, est-ce que ces coachs-là pourront être dépassés par d'autres sur la fin de saison, ou on sait qui est rude pour les coachs et pour les organismes des joueurs? C'est pas sûr. Et je pense que Mamet, là, le prix de la passoire, il risque d'être pour toi. Désolé, mon vieux. Donc voilà sur les touchdowns marqués, les touchdowns encaissés. Passons maintenant, justement, à la compétence passe. Au niveau des passes, la moyenne sur le deuxième tiers, elle est pas top, hein. 0,57 passes réussies par match en moyenne par les coachs sur les 5 dernières journées. C'est moins bien que le début de saison, hein. Au début de saison, on était à 0,6 passes par match. Je pensais qu'on allait vraiment performer à ce niveau-là avec tous les elfes qu'il y a en compétition, mais pas du tout en fait, hein. C'est même inférieur au deuxième tiers de l'année dernière, alors qu'il y avait moins d'elfes. L'année dernière, on était à 0,62 passes en moyenne sur le deuxième tiers de la saison, et là, on est à 0,57. Donc là, je comprends pas. Soit la compétition est plus rude, soit les elfes ne veulent pas faire de passes, soit les humains ne font pas de passes non plus. C'est plutôt ça, et qui fait que la moyenne baisse. Mais en tout cas, la moyenne elle est pas top top top, alors que moi je pensais qu'elle allait vraiment exploser, qu'on allait exploser les compteurs au niveau des passes cette saison. Bah non. Alors, malgré tout, la moyenne, même si encore une fois elle n'est pas énorme, elle est à 0,59 passes réussies par match. Vous voyez, c'est presque une passe tous les 2 matchs, quoi. Enfin, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux à peine mieux qu'une passe tous les 2 matchs. C'est vraiment pas génial. Bon, elle est meilleure, cette moyenne générale depuis le début de la saison, que la même moyenne sur les 10 journées jouées l'année dernière, où on était à 0,56. 0,56, 0,59, vous voyez que c'est à peu près kiff-kiff, hein, alors que, encore une fois, je répète, on a beaucoup plus d'elfes cette saison. Voilà, donc tirez-en les conséquences que vous voulez. Est-ce que c'est le fait que la compétition est rude? Est-ce que c'est le fait que les coachs veulent vraiment assurer le résultat, veulent pas faire du beau jeu, veulent pas lancer leurs offensives à l'emporte-pièce? J'en sais rien, je sais pas, vous ne me demandez pas. Enfin si, je suis là pour le dire. C'est peut-être tout ça en même temps. Certainement, tout ça en même temps. Mais en tout cas, non, les Lutétiens jouent pas la passe, ça c'est sûr. Ils jouent pas la passe. Alors bon, rapidement, parce que bon, c'est pas la stat essentielle non plus, même si moi je l'apprécie beaucoup. Les meilleurs sur le deuxième tiers, eh ben, évidemment les Welf, 2,2 passes par équipe par match quand même en moyenne, c'est pas mal. Là pour le coup, on est sur une belle moyenne. Les Elfes Sylvains, la Zaiko, il s'est mis à faire des passes, 2 passes en moyenne par match réalisé. Donc voilà, il a commencé à vouloir faire pexer son lanceur, j'imagine, et donc il s'est mis à faire des passes. Et enfin forcément l'Union Elfique. L'autre équipe Elf qui fait des passes, 1,5 passes de moyenne par match. Donc c'est bien moins que le Elf forcément, mais ça reste pas mal, ça reste correct, on va dire, ça reste correct. Au général, bah du coup oui, les Elf forcément prennent la première place avec une moyenne de 2,14 passes par match en moyenne et par coach. Donc là vous voyez c'est à peu près équivalent
sur le deuxième et sur le premier tiers de la saison. L'Union Elfique, donc on a fait moins de passes, l'Union Elfique a fait moins de passes sur le deuxième tiers que sur le premier tiers. On est à 1,85 passes en moyenne par match, donc on voit là qu'il y a quand même un gros écart entre les deux rosters elfes. Enfin, troisième place, les elfes sylvains. Mais ils sont rejoints par l'Alliance du Monde parce que finalement MBB, même s'il veut pas marquer, et il fait quand même des passes, 1,2 passes en moyenne par match pour ces deux rosters. Donc ils sont quand même très loin des deux premiers. Alors les pires rosters, il y en a, on va les citer. Les nains du chaos. Les nains du chaos, bulle, zéro passe réalisée depuis le début de la saison. On va me dire, ouais, c'est pas, les nains du chaos font pas des passes. Mais ils ont même pas essayé une seule fois à faire pexer un petit up-gob en fin de match pour qu'il fasse une passe et qu'il ait son point de pex. Non, même pas. Zéro passe réussie depuis le début de la saison. Donc en 20 matchs, zéro passe par les nains du chaos. C'est quand même pas fréquent, ça. C'est pas courant, hein, malgré tout. Enfin, les gobelins, le propre, il fait pas de passe, non. Une passe réussie, depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est les deux pires rosters, nains du chaos et gobelins. Alors, quels sont les meilleurs passeurs? Quand même, sur le deuxième tiers de la saison, Azroak, 19 passes en 5 matchs, hein. 19 passes en 5 matchs. Excellent résultat. Il augmente la moyenne de façon extraordinaire, exponentielle. Il explose les compteurs. Alors, il est loin encore des résultats de Hank Morkpork de l'année dernière, mais 19 passes, ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Derrière, il y a Nico avec 13 passes. Donc, vous voyez, il y a déjà un écart de 6 passes sur les 5 matchs. Donc plus de une passe par match d'écart entre les deux coachs, entre Azora et Nico. Et enfin, Hank Morkpork, troisième au elf, 12 passes. Ça y est, il s'est réveillé, mais il s'est réveillé un peu tard là. Le Hank, il nous avait habitués à mieux en termes de passes depuis plusieurs saisons. Alors en général, forcément, on retrouve les deux premiers. Hein. Azroak, 35 passes réussies. Voilà, c'est extraordinaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est extraordinaire. Non, c'est pas mal. C'est pas génial. C'est pas la folie depuis le début de la saison, mais ça reste un bon score. Nico, 30 passes. Donc il avait plus fait de passes sur le premier tiers de la saison que sur le deuxième. Il se fait dépasser par Azroag. Et enfin, moi, assez loin derrière, à 24 passes, voilà, j'essaye de faire des passes, au moins ça. Mais bon, voilà, les conditions atmosphériques de certains matchs m'ont fait rater certains pecs que j'aurais pu faire, et donc je suis loin derrière avec seulement 24 passes. Alors les pires passeurs, les pires passeurs, on a les deux nains du chaos, forcément, Baba Yara et Pistouf. Je balance la liste. Baba Yara et Bistouf, 0 passe. Mais ils sont pas les seuls. Kral et JC n'ont fait aucune passe non plus. Poire Abricot, 0 passe non plus. En vampire, on se dit peut-être, allez, faire pexer un petit vampire pour que, surtout que, voilà, ils ont quand même une belle agilité. Non, zéro passe. Et puis, Épagnol. Alors, Épagnol, en orc, jamais sur lanceur, il me fait de passe. Non, ça n'existe pas la passe sur le lanceur orc. Donc voilà, c'est les coachs que je balance comme ça, voilà. Moi, je balance la liste. Et zéro passe. Zéro passe, ces coachs-là. Et d'ailleurs, en parlant de passe, en termes d'interception et de déviation, les gars, 10 journées jouées, zéro interception, zéro déviation. Personne n'a intercepté ni même dévié un ballon. En tout cas, sur les stats que j'ai, moi, hein, sur ce qu'on me remonte, sur ce que les instances officielles me remontent. Peut-être qu'il y a eu une déviation ou deux, mais je l'aurais su. En tout cas, là, officiellement, il n'y en a pas. Zéro interception et surtout zéro déviation. Les passes, quand elles sont lancées, elles sont parfaites. Ouais, c'est dur d'intercepter un OL, c'est sûr. Alors, parlons maintenant des stats qui vous intéressent plus, bande de petits sagouins, bande de vicieux, de sanguinaires, coach sanguinaire de la vitesse. On va parler des sorties réalisées. Ouais, ça, je sais que vous adorez ça. Moi aussi. Et là, pareil, c'est pas fameux en termes de sorties. On est à 8,51 sorties réalisées par équipe sur le deuxième tiers de la saison. Ça veut dire 1,7 sorties. Je parle bien de sorties OD, hein, sorties réalisées par équipe par match. C'est c'est légèrement moins bien que le premier tiers de la saison. On était à 1,8 sorties par match. Et c'est bien moins inférieur
que le deuxième tiers de l'année dernière, où on était à 9,9 sorties par équipe sur le deuxième tiers, à savoir 1,98 sorties, presque 2 sorties par match par équipe. Donc c'est beaucoup moins bien que l'année dernière, étant précisé que l'année dernière, il n'y avait pas de minus et il y avait moins d'équipes légères. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, on tape moins bien, c'est sûr, on tape moins bien, ça c'est évident, alors même qu'on a des équipes sur lesquelles il faudrait qu'on tape plus. C'est peut-être pour ça aussi que les équipes minus, certaines marchent si bien. C'est parce qu'on les tape pas assez, ou pas assez bien. Quoi qu'il en soit, la moyenne générale, elle est pas top non plus. Elle est à 17,53 sorties par équipe réalisées, soit 1,75 sorties réalisées par match. C'est légèrement inférieur à la moyenne générale de l'année dernière où on était à 17,72 sorties au total par équipe, soit 1,77 sorties par match. Alors, quels sont les rosters les plus sorteurs? D'abord les nains, sur le deuxième tiers de la saison, c'est les nains qui performent bien à ce niveau-là, mais là on n'est pas surpris, avec 2,6 sorties réalisées par équipe par match sur le deuxième tiers. Et derrière les nains, il y a un petit bug de la matrice, parce que les deuxièmes meilleurs sorteurs, en termes de roster en tout cas, c'est les Snotling et les Elfes Sylvains. 2,4 sorties réalisées par ces rosters-là. Donc il y a un petit bug dans la matrice là, parce que normalement, c'est pas des équipes qui cognent, en tout cas pour les elfes sylvains. Pour les Snotling, encore, ils font appel à Morgue, donc ça peut se comprendre. Mais pour les elfes sylvains, le bug de la matrice, je crois qu'il porte un nom. Je crois qu'il s'appelle Meraxes, hein, mais ça, on en parlera aussi plus tard. Et à ce niveau-là, ils sont également rejoints par un troisième roster, les Orques Noirs, qui cognent bien. Mais là, on est un petit peu moins surpris parce que c'est un roster qui, à défaut de résultats, commence à cogner dès que les orques commencent à avoir des grosses châtaignes du blocage. 2,4 sorties également en moyenne pour ce roster-là. Enfin, un autre roster qui cogne toujours bien, même s'il a un peu baissé au niveau de la forme, c'est les morts-vivants. 2,2 sorties réalisées par match. Bon, là, ils ont l'avantage également d'être représentés par une seule équipe cette année, les morts-vivants. Donc, c'est la raison pour laquelle pas que, mais c'est une des raisons pour lesquelles il performe bien, même si on connaît la, la force des morts-vivants sur cet aspect-là du jeu. Alors au général, évidemment, c'est pas la même. C'est toujours et encore les morts-vivants qui dominent les débats grâce à leur superbe premier tiers de la saison. 3,3 sorties par match réalisées en moyenne sur les 10 journées, c'est vraiment un excellent résultat. On voit quand même la force de ce roster, c'est quand même la castagne. Derrière, on retrouve l'autre roster qui fonctionne bien, à savoir les nains, qui réalisent 3,15 sorties en moyenne par match, donc également plus de 3 sorties par match pour les nains, c'est également un superbe résultat, sachant en plus que eux sont représentés par deux équipes cette année, donc c'est encore plus difficile d'avoir une belle moyenne constante comme ça sur la saison. Et derrière, c'est les Snotling. Incroyable. Ils peuvent dire merci à Morgue, mais 2,4 sorties réalisées par match depuis le début de la saison. Ouais, Morgue, il est quand même pour beaucoup. Pas que, mais il est quand même pour beaucoup. Et là, on voit quand même que c'est un roster qui est là, qui, malgré les tout petits Snotling avec leur 1 de force, ils ont deux chariots à pompe, ils ont deux trolls, et en plus des stars, donc ouais, ça cogne. Alors du côté des moins sorteurs, voilà, on trouve du léger. Hein. L'Union Elfique, ouais, l'Union Elfique encore eux, 0,7 sorties réalisées par match sur le deuxième tiers de la saison. Hein. On parle bien pour l'instant du deuxième tiers de la saison. Les Vampires également, même s'ils sont quand même bien devant l'Union Elfique, une sortie réalisée par match sur le deuxième tiers de la saison. Et là, par contre, chose étrange, ils sont rejoints par les élus du chaos qui vivent un deuxième tiers de la saison cauchemardesque. Ça se voit en termes de résultats, mais ça se voit aussi en termes de sorties. Une sortie par match seulement pour les élus du chaos. Enfin, autre roster qui est pas là pour cogner, les OELF, 1,04 sorties réalisées par équipe par match sur le deuxième tiers de la saison. Là aussi, c'est un résultat, on peut dire, un peu plus réaliste pour les OELF qui sont pas là pour cogner. Même si on verra plus tard qu'ils se sont mis quand même à cogner, mais juste dans la 11e ou la 12e journée. Mais en tout cas, sur le deuxième tiers, ils n'étaient pas là pour cogner les Elfes. Par contre, au niveau des rosters les moins cogneurs au général,
grâce à ou à cause d'un démarrage catastrophique, on retrouve les Slans en toute dernière position avec seulement 0,9 sorties réalisées par match. Ah ouais, Aredel a raté son début de saison. Ça se voit en termes de résultats, ça se voit aussi en termes de sorties. 0,9 sorties par match seulement. Il est quand même vraiment à la traîne. Derrière, derrière, l'Union Elphique, bah oui, à cause de leurs mauvais résultats sur le deuxième tiers, ils sont à une sortie réalisée, même s'ils avaient un premier tiers plutôt pas mal. Là, ils sont à une sortie réalisée seulement par match. Et ils sont rejoints en termes de statistiques par les Gobelins également. Bah, le propre, malgré tout, ne fait qu'une petite sortie par match. Lui, il est plutôt là pour agresser, hein, on le sait. Mais ces Gobelins ne font également qu'une petite sortie par match en moyenne depuis le début de la saison. Enfin, bah, en troisième place du podium, les OELF, 1,16 sorties par match. Donc, c'est là où on voit qu'ils sont à peu près équivalents en termes de sorties sur le premier et sur le deuxième tiers de la saison. Ils étaient un peu meilleurs sur le premier tiers que sur le deuxième tiers. Ben voilà, ils sont troisième, quatrième, puisqu'il y a deux rosters à la deuxième place. Ils sont quatrième pire sorteur de la saison. Mais là encore une fois, on va dire c'est normal. Alors parlons des coachs maintenant. Qui sont les coachs les plus sorteurs, qui réussissent le mieux en termes de sortie OD sur le deuxième tiers en tout cas, bah, c'est Bud Milka. Bud Milka, bravo. Ou Morg, bravo. Mais Bud Milka est à 16 sorties, 16 sorties réalisées, soit 3,2 sorties en moyenne par match. Tout ça grâce à Morg, c'est sûr. Et puis OD, et puis à Bud Milka, au talent de Bud, évidemment, notre cher président adoré. Euh, mais ouais, 3,2 sorties pour des Snotling, c'est quand même un super résultat, hein. Et puis c'est aussi grâce à lui que les Snotling performent vraiment dans ce domaine. Derrière des équipes, derrière eux, on retrouve derrière eux, derrière lui et derrière ces Snotling, on retrouve des équipes qui sont plus à l'aise dans cette épreuve Blood Bowlesque qui est la sortie de joueurs adverses. On a Mamet, SSB et Imperator Day qui sont à 15 sorties, donc une sortie de moins que de Bud Milka. Ça fait 3 sorties par match, c'est quand même pas mal, surtout pour Mamet qui est dernier du classement, plus mauvaise défense, mais quand même, on voit qu'il se défend, qu'il joue crânement sa chance, parce il cogne pas mal. Il cogne aussi bien qu'Imperator Day qu'un nain, donc on voit que quand même le roster humain, bah ça peut se défendre malgré tout, c'est vraiment un roster polyvalent, ça peut se défendre aussi dans ce domaine-là. Enfin, à la troisième place, aussi des rosters qui commencent à avoir des compétences pour bien cogner, à savoir Leguman et César Connoir, et Yuzul et Senors, qui, bah oui, ça, c'est des rosters qui, avec des compétences, commencent à performer dans ce domaine. 13 sorties réalisées par ces coachs sur le deuxième tiers, soit 2,6 sorties par match. Bon résultat, même s'ils sont loin derrière Bad Milka. Alors, au général, malgré tout, malgré des performances un peu moins bien bonnes sur le deuxième tiers, on retrouve toujours Buckler et Scarlan, puisque Scarlan a joué les trois premiers matchs aussi. 33 sorties réalisées au total sur le deuxième, sur la totalité des 10 journées jouées, 3,3 donc sorties par match réalisées. Très excellent résultat. Ils sont toujours premiers, mais ils sont très rapidement rattrapé par deux noms. Bozo d'abord, 32 sorties, donc il le rejoint, il a une sortie près des morts vivants de Buckler. Et juste derrière, Imperator Day avec 31 sorties. Donc voilà le trio des meilleurs sorteurs pour l'instant. Buckler, Bozo et Imperator Day. Et on verra lequel, à mon avis, la victoire pour le Bachelord va se jouer entre ces trois coachs-là. Alors maintenant, qui sont les moins bons sorteurs? Sur le deuxième tiers, bah, c'est Sobek et Kelflint. Encore alors Kelflint, c'est étonnant, mais bon, il a un match de moins dans les dents à cause de son abandon. Mais ils sont tous les deux à seulement deux sorties réalisées. Alors pour Sobek, comme vous allez me dire, c'est un peu normal. Pour Kelflint, ça se justifie par le fait qu'il n'a joué en réalité que 4 matchs sur le deuxième tiers. Ensuite, derrière, bah, viennent Kossus et moi-même. 3 sorties seulement réalisées. Ça s'explique aussi par le parcours, par des équipes un peu plus lourdes rencontrées. Et donc, aussi bien la noblesse impériale que l'Union elfique, bah, ils peuvent pas rivaliser du coup en termes de sorties. Donc, seulement 3 sorties en 5 matchs.
Et derrière, avec 4 sorties, seulement en 5 matchs, donc moins de une sortie par match aussi, on retrouve quelques coachs avec des équipes pas vraiment castagneuses. Pour Abricot, donc en vampire, on attendait un petit peu mieux de Point Abricot, malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Syrax avec l'Union Elfique, bon là, c'est compréhensible. Nabolo et Nico au Elf, bah oui, là c'est pareil, c'est pas des rosters connus. Donc 4 sorties pour ces coachs-là. Au niveau des sorteurs, des moins bons sorteurs en général, le pire c'est Kossus. Seulement 7 sorties avec la noblesse impériale, bah ouais, ça marque pas, ça pexe pas, c'est une saison à oublier pour Kossus. Donc pour l'instant c'est vraiment le gant de velours du championnat. Kossus seulement 7 sorties en 10 matchs réalisés, 0,7 sorties réalisées par match. Derrière, on trouve deux elfes, Nabolo et Syrax, 8 sorties seulement, donc ils sont guère mieux que Kossus. Et enfin, Aredel, comme je disais avec les slams, et Nico qui rejoint Aredel avec seulement 9 sorties réalisées sur la totalité de la saison. Donc, bon, vous voyez là, il y a des rosters quand même, à part Kossus, il y a des rosters qui sont pas là pour cogner. Parce que Kossus, quand même, il a un ogre, il a des gardes du corps, et ben malgré ça, ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc vous voyez, la moyenne des sorties réalisées, elle est pas top. En termes de sorties subies, par contre, alors encore une fois, dans les sorties subies, je mets pas seulement les sorties réalisées au dé, j'y mets aussi toutes les sorties subies par les coachs pour diverses raisons, à savoir les sorties du public, je mets dedans, les agressions, je mets dedans. Enfin, à chaque fois qu'un de nos joueurs se fait éliminer sur une esquive ratée, sur un jet raté, voire sur un rocher, qui sait, ou un sorcier, bah, je le mets dedans. À chaque fois que je vois une sortie, je mets dedans. Alors forcément, vous allez me dire, je peux pas avoir toutes les sorties, certes. La stat est peut-être un petit peu faussée, mais en réalité, sur la totalité de saison, à mon avis, les petites erreurs qu'il peut y avoir s'équilibrent. Donc, ça donne quand même une idée globale, une philosophie globale du jeu des équipes sur la saison entière. Alors, je lis ma feuille. Je lis ma feuille. Euh, sur le deuxième tiers, on est à 10,62 sorties subies par équipe, soit plus de 2 sorties subies par match, 2,12 sorties subies par match par équipe sur le deuxième tiers. C'est quasiment identique au premier tiers. On était à peu près équivalent en termes de moyenne. Et c'est bien moins inférieur que sur le deuxième tiers de la saison dernière. Bah, comme je disais, on connaît plus l'année dernière. Bah, forcément, ça se voit aussi en termes de sorties subies. On était à 12,32 sorties subies par équipe sur le deuxième tiers de la saison, soit 2,47 par match, presque 2,5 sorties subies par équipe par match sur le deuxième tiers. Là, on est quand même à beaucoup moins, on est à 2,12. Donc, on a des joueurs qui souffrent moins. Et encore une fois, cela explique peut-être ceci explique peut-être cela. Euh, on voit des équipes, notamment Minus, qui performent mieux parce qu'on les sort moins, en fait. On sort moins les joueurs adverses. Pareil, sur la moyenne générale sur les 10 premières journées, on est à 21,26 sorties subies par équipe, soit 2,12 sorties subies par équipe par match sur la totalité de la saison. C'est légèrement inférieur à l'année dernière où on était à 21,65 sorties subies. C'était 2,16. Vous allez me dire, c'est pratiquement pareil, oui, c'est pratiquement pareil. Mais encore une fois, l'année dernière, il n'y avait pas de minus. Là, on a des minus. On s'attendait à plus de sorties. On les a pas. Voilà. Donc, tirez-en les conséquences vous-même, les mecs. Alors, donc, on est sur les sorties subies. Donc, en termes des rosters les plus blessés, sur le deuxième tiers de la saison, d'abord, les Gobelins. Les Gobelins, là, le propre, il s'est pris plein la tronche. 3,4 sorties subies par match sur le deuxième tiers. Euh, il est même devant les Snotling, qui sont juste derrière, avec 3,3 sorties subies par match par équipe. Les deux équipes Snotling quand même souffrent sur le deuxième tiers. Et derrière, un roster même pas minus, et même pas les halfs, c'est la noblesse impériale. 3,1 sorties subies par équipe par match sur le deuxième tiers. La noblesse, elle a souffert, mais méchamment sur le deuxième tiers. D'ailleurs, ça se voit en termes de résultats de la noblesse impériale, qui est vraiment au fond du trou. Bah, ça se voit, ouais, avec 3 sorties subies par match, forcément, vous pouvez pas bien jouer, c'est sûr. Au général, malgré tout, ce sont les Snotling qui dominent les débats avec 4 sorties subies par match.
Alors encore une fois, les Snotling, 4 sorties subies, c'est pas très grave vu qu'ils sont 16. Donc ils sont toujours à 11, donc c'est pas très grave, mais quand même, 4 sorties subies, ça commence à se voir, et oui, les effectifs souffrent, c'est pas grave, ils ont de l'argent pour les remplacer. Derrière, l'écart est grand, hein, puisque c'est derrière arrivent les Gobelins avec 2,9 sorties subies par match depuis le début de la saison. Donc il y a plus de une sortie subie d'écart par match entre le Snowflake et les Gobelins. Et enfin, juste derrière, c'est l'Union Elphick. Ouais, l'Union Elphick, 2,85 sorties subies par équipe par match sur le deuxième tiers. Alors on est quand même à des statistiques pour l'Union Elphick meilleures que l'année dernière, parce que je rappelle que l'année dernière, l'Union Elphick, c'était à la même période, c'était plus de 30 sorties subies. Je crois que c'était 3,4 sorties subies par équipe par match. Donc on est quand même largement meilleur que l'Union Elphick de l'année dernière, en tout cas sur ces statistiques-là. Par contre, quels sont les rosters les moins blessés? Bon là, pas de surprise. Les nains d'abord, hein, forcément, 0,7 sorties subies sur le deuxième tiers de la saison. Les morts vivants, 0,8 sorties subies, encore un roster solide. Et enfin, un autre roster solide, par contre, qui est un peu moins bon au niveau stats, les orques, 1,28 sorties subies par équipe sur le deuxième tiers de la saison. C'est pas c'est des très bons résultats, surtout pour les nains et les morts vivants. Pour les orques, on s'attendait peut-être un petit peu mieux, mais bon, ça reste pas mal, quoi. Une sortie, 1,2 sorties subies par match, c'est pas non plus dramatique pour les orques. Surtout que, en termes de moyenne générale depuis le début de la saison, c'est encore une fois les orques qui mènent la barque, qui mènent la danse avec seulement 1,14 sorties subies. Donc vous voyez que bah, les nains, ils ont peut-être pris plus de sorties sur le début de la saison que sur le deuxième tiers de la saison, les morts vivants aussi, et les orques c'est l'inverse. Et ils sont à non, et les orques aussi, les orques aussi, mais ils avaient pris beaucoup moins de sorties que les deux autres rosters cités sur le début de saison, et du coup ils dominent les débats avec seulement 1,14 sorties subies en moyenne par équipe depuis le début de la saison et par match. Derrière, bah, les nains, donc comme je disais, qui sont toujours aussi solides, 1,25 sorties subies par équipe par match depuis le début de la saison, mais donc ils ont vraiment un deuxième tiers très solide. Enfin, bah, on retrouve les mêmes, les morts vivants, 1,5 sorties subies depuis le début de la saison, donc pareil, la même constante, moins de sorties subies sur le deuxième tiers de la saison que sur le premier tiers de la saison, mais toujours un roster très solide en défense. Parlons des coachs maintenant. Alors les coachs les plus blessés sur le deuxième tiers de la saison, pour qui ça va pas, ça allait pas très fort, et puis ça se verra en termes de stats général. Bud Milka, 20 sorties subies, donc 4 par match. Donc Bud Milka, sur le deuxième tiers de la saison, il est le coach qui fait le plus de sorties, et celui aussi qui s'est fait le plus sortir. Bud Milka nous expliquera les raisons. Enfin, moi je les imagine, hein. Ils sont plein la gueule, mais ils s'en fichent, puisqu'il a plein de joueurs, et il a mort. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Ouais. Eh ben, à mon avis, c'est ça. Donc 20 sorties quand même pas mal, hein, par Bad Milka sur le deuxième tiers. Derrière, bah, Akhtar et Crouch. Donc Akhtar, comme je disais, la noblesse impériale, elle souffre. Et bah, entre les deux, c'était Akhtar qui a souffert le plus. 18 sorties subies, 3,6 par match. Et Crouch, il est dans le même cas. Saison difficile, début de saison catastrophique, deuxième tiers de la saison pas très bon non plus, même s'il redresse un peu la barre, et pas la barque. 18 sorties subies quand même par ces deux coachs. Enfin, trois coachs qui ont du mal et un quatrième qui joue le premier violon, mais qui a un roster quand même un peu fragile. C'est Melfios, Doc Groznik et donc le propre qui subissent 17 sorties par match, 3,4 par match sur le deuxième tiers de la saison. Et Laertis qui fait également partie du lot, qui a vécu une deuxième partie de saison compliquée. Il s'en est très bien sorti, hein, regardez son classement général, mais il a quand même pris pas mal dans la tronche avec donc 17 sorties subies sur les 5 matchs, 3,4 sorties subies par match sur le deuxième tiers. Preuve en est que c'est un excellent coach parce que malgré ses difficultés, il a quand même dominé les débats sur pas mal de matchs. Alors, au général, quels sont les coachs les plus blessés pour le coup? Bah, toujours Bud Milka, hein, toujours pareil. 44 sorties subies, 4,4 sorties subies par match. Bah ouais, les Snotling, ça prend plein dans la tronche. Mais vous voyez que juste derrière, bah, c'est l'autre coach Snotling
En deuxième place, c'est Morrigan, mais il a déjà un écart important par rapport à Bud parce qu'il n'a pris que 36 sorties dans la tranche depuis le début de la saison, 3,6 par match. Donc l'écart est très important entre Bud et Morrigan. Les raisons, bah certainement des adversaires différents, tout simplement. On joue pas les mêmes adversaires, le pairing n'est pas le même. Bud a certainement dû affronter des coachs plus rugueux ou qui lancent mieux les dés. Et du coup, bah, il a subi plus que Morrigan. Malgré tout, voilà, avec 16 joueurs dans l'effectif, le nombre de sorties n'est pas dramatique pour eux par match. Ils ont de quoi remplacer. Enfin, à la troisième place, ben, deux autres coachs qui jouent des équipes fragiles. Un qui a du mal à performer, c'est Crouch. Euh, et l'autre qui performe de feu de Dieu, mais encore une fois, comme l'Analytics avec un roster fragile, c'est Olivier Dulac. 33 sorties subies pour ces deux coachs-là depuis le début de la saison, 3,3 par match, donc ils sont à peine mieux que Morrigan. Malgré tout, euh, en tout cas pour Olivier Dulac, c'est pas grave, hein, 3 sorties pour des Halflings, c'est pas non plus dramatique. Il a du bon, il a de quoi remplacer. Et puis voilà, et puis ils volent sur la Lutèce cette année. Donc. Alors quelles sont maintenant les équipes les moins blessées, les coachs les moins blessés? Bah, c'est Imperator Day sur le deuxième tiers de la saison, Imperator Day, et il est rejoint par l'équipe de Gongon. Bah, on connaît les circonstances. L'équipe de Gongon n'a joué que 4 matchs. Il y a eu un abandon sur le cinquième match, d'où le fait peut-être pour l'équipe de Gongon qu'elle n'a subi que 2 sorties. Derrière, bah, les morts vivants de Buckler, 4 sorties subies, et ils sont rejoints par Dritz pour le coup, qui également performe sur le deuxième tiers. Il n'a subi il protège bien ses skinks et il n'a subi que 4 sorties sur les 5 matchs joués. Enfin, un autre nom, Bozo avec 5 sorties subies quand même, Leguman et Yaouch, donc des orques noirs et orques, qui sont quand même des rosters très solides pour les orques et quand même également solides pour les orques noirs, malgré la présence des gobelins. Seulement 5 sorties subies euh, sur le deuxième tiers de la saison. Et en général, bah, c'est l'équipe de Gongon qui domine les débats. Alors encore une fois, vous allez me dire, oui, il y a un match de moins, mais bon, les statistiques sont là. 7 sorties seulement de suivi pour l'équipe de Gongon, donc aujourd'hui joué par Kel Flint. Euh, Leguman à la deuxième place, ça c'est étonnant. Seulement 9 sorties subies sur les 10 matchs joués. Donc bravo à Leguman, sachant qu'à partir de la J11, il se fait remplacer par un nouveau coach. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de la J10, c'est lui qui jouait son équipe. Et il a subi que 9 sorties, 9 sorties, son équipe n'a subi que 9 sorties, donc bravo pour des orques noirs. Là aussi, il a su protéger ses fragiles gobelins. Enfin, avec 10 sorties subies, Yaouch et Imperator Day, donc vous voyez, Imperator Day n'a subi que 2 sorties sur le deuxième tiers, il s'est pris 8 sorties sur le premier tiers de la saison. Donc Yaouch et Imp qui sont à 10 sorties subies également, donc des rosters solides, forcément on les retrouve parmi les tout meilleurs, parmi les coachs les moins blessés, en tout cas les équipes les moins blessées, les équipes les plus résistantes de la vitesse. Bien, passons maintenant à une autre stat de violence, celle du nombre de sorties publiques. C'est pas fameux là sur cet aspect-là du jeu. 13 sorties du public seulement sur le deuxième tiers de la saison, 13 au total, hein. C'est beaucoup moins bien que les 22 sorties du public du premier tiers de la saison, ce qui nous fait un total de 35 sorties du public, 0,62 par équipe de réaliser, c'est pas énorme, hein. L'année dernière, à la même période, on était à bien mieux, on était à 42 sorties du public à la même période, donc 1,05 sorties du public par équipe sur les 10 journées. Et on était à 29 sur le deuxième tiers de la saison, alors qu'on n'est qu'à 13 aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas fameux, alors même que par rapport à l'année dernière, on a plus d'équipes frénétiques, plus de joueurs frénétiques. On pensait notamment que les guerriers de Khorne allaient faire pas mal de sorties publiques, mais finalement le public corneux n'est pas si... Soit les joueurs adverses font vraiment attention contre du corneux à pas être poussé dans le public, soit le public corneux n'est plus ce qu'il était, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de roster à mettre en avant. Des joueurs, oui. Pour l'instant, les coachs qui ont le public le plus violent, c'est Martoni et Elix.
Euh, ils ont fait déjà trois sorties du public sur la saison. Ils sont suivis juste derrière par les Vampires de Poire Abricot avec 2 sorties du public. Donc vous voyez que par rapport notamment au résultat de Sobek de l'année dernière, je crois qu'il a fait 7 ou 9 sorties du public sur la saison. On est bien loin de ces résultats-là. Alors l'autre statistique bien meilleure que celle-ci est la dernière, celle qui compte vraiment pour le facteur violence, outre les sorties OD notamment, bien sûr, évidemment, vous l'attendiez, c'est les agressions, le fameux prix du crampon d'or. Là, c'est pas mal. Là on voit que les Lutétiens se sont lâchés, ça y est, les bêtes sont lâchées, les fauves sont lâchés, et ça se bagarre pour le prix du crampon d'or. 97 sorties sur agression au total sur le deuxième tiers de la saison. Ça fait 1,73 sorties en moyenne par équipe sur le deuxième tiers de la saison. C'est bien mieux que les 63 agressions du premier tiers. Et c'est à peu près semblable, le résultat est à peu près semblable au deuxième tiers de la saison dernière, où on était à 1,7 agressions réalisées sur le deuxième tiers par équipe. Là, on est à 1,73. Donc vous voyez que là, ça y est, les crampons sont bien aiguisés. Au total, ça fait donc 160 agressions réussies sur les 10 journées, soit 2,85 agressions par équipe en moyenne. On est donc 2,85 en équipe en moyenne, hein, en moyenne, pas par match, mais en moyenne sur la totalité de la saison jusqu'à la J10. Ce qui nous fait 16 agressions par journée en moyenne. C'est bien mieux que l'année dernière où à la même période on était seulement à 1,77 agressions par équipe en moyenne. Là on est à 2,85 de réussi, presque 3 agressions déjà de réussi en 10 journées par équipe. Alors qui sont les rosters les plus agressifs? Sur le deuxième tiers de la saison, il y en a un qui s'est lâché, c'est Aredel et ses Slan, 1,4 agressions réussies par match. Donc là, les slans, voilà, les grenouilles ont mis du venin sur les crampons et ça se sent. Derrière, ils sont suivis, mais bien loin derrière, par les gobelins. Évidemment, les gobelins toujours premiers, en tout cas toujours sur les premières places pour le prix du crampon d'or, mais seulement 0,8 sorties par match. Ensuite, 2 autres rosters qui performent plutôt bien dans cette épreuve. Les orques noirs et les humains, 0,6 agressions par match. Donc vous voyez quand même, c'est bien loin du résultat d'Aredel et de ses Slans. Malgré tout, sur l'ensemble de la saison jusqu'alors, le roster le plus agressif reste les gobelins, évidemment. 0,9 agressions par match, donc presque une agression par match de réussi par le propre. Ils sont suivis juste derrière par les Slans grâce à leur superbe deuxième tiers, 0,7 agressions réussies par match. Enfin, troisième place du podium, les orques noirs avec 0,6 agressions réussies par match. Donc on retrouve bien 2 rosters plutôt adroits dans les agressions, dans les premières places. Rien d'étonnant à cela. Alors les rosters les moins agressifs, il y en a quelques-uns, bien sûr les elfes sylvains, mais aussi la noblesse impériale, les Norse. Plus étonnant, les nains du chaos, les nains, et même les corneux, ils n'ont fait qu'une agression pour l'ensemble de ces rosters, une agression réussie sur la totalité de la saison. C'est vraiment pas fameux pour ces rosters-là. Alors, les coachs les plus agresseurs, sur le deuxième tiers, comme je disais, c'est Aredel, donc 7 agressions réussies, suivi par une doublette qui aussi performe dans cette épreuve, l'araignée Pedro, 6 agressions réussies sur le deuxième tiers. Enfin, 2 coachs qui se réveillent, Azroag et Olivier Dulac, et se tirent la bourre avec 5 agressions réussies chacun sur le deuxième tiers, soit une par match. Alors, le prix du crampon d'or, les écarts se resserrent vraiment. Là, on sent que ça, que ça se bat pour ce prix qui est quand même, je me permets de le rappeler, le deuxième prix le plus important de la Lutèce, derrière, en tout cas le plus honorifique, derrière le champion. Derrière juste vient le prix du crampon d'or quand même. Hein. C'est la spécificité de notre championnat. Donc, on voit que les coachs se tirent la bourre. Et pour l'instant, celui qui domine les débats, c'est le propre, donc avec 9 agressions réussies. Mais attention, comme je disais, ça se resserre. Derrière, il y a une triplette de coachs
ouais, ou en tout cas d'équipes qui sont juste derrière avec 8 agressions. Donc l'Araigne et Pedro avec leurs humains. Léguman en orque noir qui est toujours là. On sait son appétence pour les agressions, même si, on le sait, on le verra plus tard, l'équipe a changé de coach. Enfin, un autre qui se réveille, Olivier Dulac et ses Halflings, aussi 8 agressions. Donc ça se tire la bourre. Surtout que derrière, il y a une autre doublette qui arrive. Azroag et Aredel, 7 agressions réussies. Donc vous voyez, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coachs entre 9 et 7 agressions. Donc vraiment, c'est entre ces coachs-là que va se jouer les titres du Crampon d'Or. Alors, à l'inverse, il y a quand même 6 coachs qui n'ont pas fait d'agression du tout. Pour certains, ça se comprend, Sobek, Akhtar. Pour d'autres, beaucoup moins. Pixman, Chouf, même Crouch n'a pas réussi d'agression, alors que normalement les Skaven sont plutôt à droite dans ce domaine-là. Et enfin, il y en a un où je le déplore énormément, je ne sais pas ce qui se passe, même si il joue magnifiquement ses Halflings, il a fait 0 agression, une bulle en Halfling, c'est Laertis. Laertis, il faut que tu te rattrapes, c'est pas possible, c'est pas digne d'une équipe Halfling. Bon, c'est vrai que ton résultat en nombre de points est extraordinaire, mais là c'est... Respecte un peu le roster, quoi, respecte les Halfs. Enfin bref. Le prix du Crampon d'Or va être passionnant. On sent que la lutte va aller jusqu'à la 15e journée, donc on va suivre ça avec grande attention. Ça, c'est bien au niveau des agressions réalisées, mais maintenant, quels sont ceux qui ont le plus souffert d'agressions de la part de leurs adversaires? Et là, je crois qu'il faut le souligner. Les Lutétiens détestent le chaos. Et oui, parce que le roster qui a le plus souffert, c'est les élus du chaos sur le deuxième tiers. Il subit plus de 1 agression par match, 1,2 agression par match de prise dans la tronche par les élus du chaos. On aime cramponner les guerriers, on aime ça avec leurs petites armures, leurs épaulettes et leurs shorts moulés. On aime leur marcher dessus, hein, c'est sûr. Ensuite viennent les gobelins, étrangement, une agression subie par match. Bah oui, tel est le prix qu'ils croyaient prendre. On pourrait utiliser cette expression sur les gobelins. Peut-être qu'ils aiment bien cramponner, mais vu leur faible armure, leur faible résistance, les coachs ne se privent pas pour marcher de temps en temps sur un petit gobelin qui a trébuché au sol. Enfin, derrière, 2 rosters qui ont plus l'habitude de s'en prendre plein la tronche sur cet aspect-là du jeu, les elfes sylvains et les Norse. Tous les deux, 0,8 agressions subies par match sur le deuxième tiers de la saison. Alors, les rosters les plus agressés sur la totalité des 10 journées jouées, comme je disais, les élus du chaos, 0,9 agressions subies par match, presque 1 agression par match de subi. On peut dire 1 agression par match de subi, c'est dur là. Pour Gob, c'est dur. Il se fait vraiment marcher sur ses zombettes et ses guerriers du chaos. Derrière, voilà, les Gob, encore une fois, tel est le prix qu'ils croyaient prendre. Les Norse, l'Union Elfique, nous aussi on a une faible armure, donc tous les rosters à faible armure, et étrangement les morts vivants également, mais ces rosters-là, qui sont à la 2e place des rosters les plus agressés, c'est seulement 0,5 agressions subies par match, donc c'est presque la moitié moins que le chaos. Derrière, c'est les humains, l'Alliance du Vimonde et les elfes sylvains, donc évidemment 0,4 agressions subies par match. Bon, ça c'est dû notamment au fait que parmi ces rosters-là, certains ont rencontré des équipes plutôt agressives et du coup ça fait monter la moyenne. Au niveau des rosters les moins agressés, là c'est classique, c'est les rosters solides, les nains et les orques. Sur le deuxième tiers de la saison, en tout cas, les nains ont subi 0 agression. Les orques, c'est pratiquement ça, c'est 0,04 agressions subies par match. Enfin, étrangement, les snotlings, 0,1 agression subie par match sur le deuxième tiers. A priori, les adversaires n'osent pas marcher sur les snotlings au risque de souffrir des mêmes maux, je pense. C'est pour ça qu'ils sont frileux à marcher sur les snotlings. Enfin, au général, là, pour le coup, on trouve vraiment les rosters hyper solides. Les orques, 0,06 agressions subies par match, c'est presque rien. C'est pratiquement rien. Les nains, donc 0,1 agression subie. Et attention, ils sont rejoints à cette 2e place du podium par les halflings, également très résistants sur cet aspect-là du jeu. Là, c'est la même chose. On n'aime pas marcher sur les halflings, on risque de réveiller leur ire et subir le même sort. Donc, c'est pour ça que les halflings sont plutôt adroits dans ce domaine.
Et le même principe est pour le roster en troisième place du podium, à savoir les orques noirs. 0,15 agressions subies par équipe par match. C'est le même principe. Voilà. On veut pas agresser les petits orques et les petits gobelins de peur de voir les gobelins nous marcher dessus. Donc voilà, on veut pas que les adversaires qui jouent ces rosters nous rendent l'appareil. Maintenant, en ce qui concerne les coachs les plus agressés sur le deuxième tiers, comme je disais, en élu du chaos, c'est Gobbs qui subit 6 agressions en 5 matchs. Il est suivi par Le Propre, 5 agressions subies, qui est rejoint à cette deuxième place du podium par Doug Grozny, qui joue un autre roster avec peu d'armure, donc les Norths, avec 5 donc, agressions subies par match sur le deuxième tiers. Enfin, quelques coachs à 4 agressions. On a des coachs qui ont peu d'armure, comme Syrax ou Martoni et Elix, qui ont subi 4 agressions. Et ils sont rejoints également par Pedro et Laraigne, 4 agressions subies. Oui, là c'est le même principe. Pedro et Laraigne agressent beaucoup, donc en retour, les coachs agressent aussi, les adversaires agressent aussi. Et donc 4 agressions subies par ces coachs-là. Au classement général, ça y est, enfin, je perds ma première place du coach le plus agressé. Oui, c'est Gobbs. Gobbs qui subit donc 6 agressions sur le deuxième tiers, ce qui fait 9 agressions au total sur les 2 tiers de la saison. 9 agressions, c'est presque une agression par match, c'est énorme. Pour ma part, je n'ai été que très peu agressé, heureusement, fort heureusement, merci à vous, sur le deuxième tiers. Je reste quand même à la deuxième place avec 6 agressions subies et je suis rejoint à cette place-là par Doug Grozny, également 6 agressions subies par le coach Norsk. Enfin, quelques coachs à 5 agressions quand même. On peut citer ceux qui ont des équipes à faible armure comme Ankh-Morpork, Le Propre naturellement, ou des humains comme donc Pedro et Laraigne, ou Mamet, ou encore, chose plus étonnante, Buckler avec ses morts-vivants, mais là pour le coup, comme il a rencontré pas mal de Minus, on peut comprendre que les Minus, ne pouvant rivaliser avec la force physique des morts-vivants, préfèrent utiliser d'autres armes pour essayer de s'en sortir contre les morts-vivants de Buckler et donc de Skarlan. 5 agressions subies également par ces coachs-là sur les 2 tiers de la saison. Alors maintenant, les moins agressés. Les moins agressés en général, il y en a quelques-uns, notamment des orques, Épagnols et Gongon. Un orque noir, Alchemy, 0 agression subie. Un nain, Imperator Day, également 0 agression subie. Et encore étonnant, Scarabée. Et ouais, Scarabée, 0 agression subie. Les halflings de Scarabée doivent faire très 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 peur à leurs adversaires. Et donc les adversaires n'osent pas marcher sur la tronche des halflings. Il ne faut pas marcher sur les halflings. Vous ne touchez pas à un cheveu de halfling, ni à une rotule, ni à une carotide. Ok. Sinon, vous n'aurez rien à faire à moi. Compris? C'est nul en plus. Bon, tout ça pour dire que entre les agressions, les sorties publiques, les sorties ED, regardons quel est le facteur de violence donc les coachs et les rosters les plus violents de la compétition. En termes d'adversaires détruits, donc, on a une belle moyenne sur le deuxième tiers de 10,48 destructions adverses réalisées par équipe, soit 2,09 destructions adverses par match et par équipe sur le deuxième tiers. C'est à peu près équivalent au premier tiers, on était à 10,53, donc la moyenne était à peine supérieure, hein, vraiment, on était à 2,1 sorties ou destructions adverses par équipe et par match, là on est à 2,09. Donc vous voyez, c'est vraiment équivalent. Malgré tout, on s'en sort beaucoup moins bien que sur le deuxième tiers de la saison dernière, où c'était la folie furieuse. On a été à 11,32 destructions adverses sur le deuxième tiers par équipe, soit 2,46 par équipe et par match. On est à 2,09. Vous voyez, c'est presque une demi-sortie de plus par match, ce qui est quand même beaucoup en réalité, parce que c'est une moyenne. Donc faible score sur ce deuxième tiers par rapport au deuxième tiers de la saison dernière.
on devrait être quand même plus violent. Normalement, on devrait être plus violent. Certes, il y a un peu d'équipes légères, on est d'accord. Il y a des minus, il y a des équipes légères. Oui, mais ces équipes légères, elles agressent aussi. Et les minus aussi. Donc, normalement, le facteur de violence devrait s'équilibrer. Et surtout que, du coup, comme on a pas mal d'équipes légères, pas mal d'équipes minus, on a pas mal d'équipes donc à faible valeur d'armure. Donc, normalement, le facteur de destruction devrait être plus élevé, ce qui n'est pas le cas. Et là, j'ai le voisin qui fait du bruit, il fait chier. En tout cas, sur la totalité des 10 journées, on est à 21,01 destructions adverses par équipe, soit 2,1 réalisées par match. Là aussi, on fait moins bien que la saison passée à la même période de l'année. On était à 21,55 destructions adverses, donc une demi-destruction adverse par équipe en moyenne de plus. C'était 2,15 en moyenne par match. Le constat est clair, on ne fait pas assez de mal aux adversaires. Comme je disais, il y a beaucoup d'équipes légères, il y a quand même des équipes qui agressent, il y a quand même beaucoup d'équipes qui frappent fort, on devrait cogner plus fort. Ceci explique peut-être, j'ai dû déjà le dire dans une autre vidéo, mais ceci explique peut-être le fait que certaines équipes, notamment les équipes minus, s'en sortent si bien au championnat. C'est qu'on n'est pas assez, on la respecte trop peut-être, on n'est pas assez violent avec eux. Alors, ça vaut pour les autres minus que le halfling, ce que je dis. Les halflings, vous y touchez pas, c'est tout. Je rigole. Non, je pense que honnêtement, il faut qu'on soit plus. Je me mets dedans à tout le monde. Il faut qu'on soit un peu plus rentre dedans avec certaines équipes. Peut-être que les Lutétiens les respectent trop. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'équipes légères en tête du classement. Qui déjà donne une tendance générale sur la suite de la compétition. On sent bien que malgré tout, c'est les équipes légères qui dominent le championnat. Et regardez les premières places du classement de Skaven, suivi d'un Elfe Noir. Donc ceci explique cela. On se rappelle des saisons passées où on avait du nain du chaos, du mort-vivant en première place du classement. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc clairement, on a une tendance à privilégier cette année les équipes légères. En tout cas, au jeu qui va bien pour les équipes légères. Et donc on peut considérer que un des grands outsiders du championnat, ce sera un des coachs qui joue une équipe légère. Je pense que cette année, les coachs avec les équipes violentes vont avoir du mal à subsister en play-off. On verra si ça se confirme, mais je pense que c'est la tendance générale. Quoi qu'il en soit, sur le deuxième tiers de la saison, le roster le plus violent, c'était les Orques Noirs. 3 destructions adverses par match. C'est pas mal. Ça, c'est dû non seulement aux sorties, mais aussi aux agressions, évidemment. Ils sont suivis très près par les Snotlings. 2,9 destructions adverses par match. Là, encore une fois, merci Morgue. Les Snotlings, comme je le disais auparavant, ils font beaucoup de sorties, ils font un peu d'agression, et donc du coup, au niveau de la violence des rosters, les Snotlings sont devant. Donc attention, les Snotlings, c'est peut-être un roster minus, mais c'est un roster hyper violent. Merci Morgue. Enfin, dernière place du podium, et là c'est grâce aux agressions, au nombre énorme d'agressions réalisées par Adel, c'est les Slann avec 2,8 points de destruction, donc 2,8 adversaires détruits par match sur le deuxième tiers. Là encore, bravo les Slann, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Malgré tout, depuis le début de la saison, on retrouve quand même les rosters classiques pour ce qui est de la violence pure et de l'impact physique. On a les morts vivants, évidemment. Alors, encore une fois, comme je disais, ils ont rencontré pas mal de minus, donc du coup, le résultat leur est très favorable. Mais quoi qu'il en soit, il faut les sortir, les minus. Donc, c'est 3,7 destructions adverses par match. Ils sont loin devant les morts vivants depuis le début de la saison. C'est presque 4 sorties, enfin 4 destructions adverses par match réalisées. C'est pas mal quand même. Ils sont suivis par les nains, mais les nains, c'est déjà bien loin derrière. Ils sont quand même à plus de 3, mais ils sont à 3,25. Donc, il y a déjà un demi-point d'écart entre les deux rosters. Enfin, les Snotlings, comme je disais, c'est un roster violent, il faut le mettre dedans. Et 3 destructions adverses réalisées depuis le début de la saison par ce roster-là, donc les 2 équipes Snotling engagées dans la compétition. Du côté des moins violents,
On y va rapidement parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi faire dans le détail. L'Union Elfique, 1 point par match sur le deuxième tiers de la saison. Le Vampire, 1,3 destruction adverse sur le deuxième tiers de la saison par match. Enfin, les Elf, forcément, 1,44, forcément, parce que, encore une fois, c'est pas un roster qui est là pour défoncer du joueur adverse. 1,44 destruction adverse par match sur le deuxième tiers. Et on retrouve les mêmes, au général. L'Union Elfique, 1,15 destruction adverse par match. Donc vous voyez, c'est vraiment le roster qui n'est pas là pour taper. Les Vampires, 1,55 destruction adverse par match. Enfin, les Elf, 1,56 destruction adverse par match. Donc ils avaient un peu plus détruit d'adversaires sur le début du championnat. Là, ils sont vraiment calmés sur le deuxième tiers. Donc, vous voyez, mais c'est vraiment pas les rosters, c'est normal, c'est pas des rosters qui sont là pour cogner sur les adversaires. Alors, maintenant, au niveau des coachs, ça, c'est ce qui nous intéresse. Quel est le coach le plus violent? Sur le deuxième tiers de la saison, alors vous allez me dire, c'est étrange, mais c'est pas si étrange que ça. Bud Milka, 19 destructions adverses entre les sorties et les agressions, les sorties publiques et les sorties que les coachs se font eux-mêmes. 3,8 destructions adverses par match. Donc là encore, grâce à Morgue notamment, mais c'est quand même énorme. Le score est énorme. Il est suivi par Leguman, 17 points, donc 3,4 destructions adverses par match. Et le même montant de points qui est pris par Olivier Dulac. Tiens, le revoilà. L'un des coachs les plus violents du deuxième tiers. Il a fait pas mal d'agressions, 5 agressions, et 12 sorties quand même. Enfin, 12 pas que OD, j'ai encore une fois 12 sorties adverses sur le deuxième tiers, plus 5 agressions, ça lui donne 17 points. Enfin, troisième place partagée par des coachs qui ont tendance, qui sont connus pour leur jeu, leur jeu à impact, on va dire. Imperator Day, et Pagnol évidemment, le meilleur chasseur pour le moment, et Mamet également, 16 points, ces trois coachs-là, donc 3,2 destructions adverses par match. Alors au classement général, c'est Buckler et Scarlane, encore une fois, 37 points déjà d'encaissés, donc 3,7 destructions adverses par match pour Buckler et Scarlane, suivi par deux oiseaux qui sont là pour jouer les troublions, Bud Milka et Leguman, tous les deux 34 points, donc 3,4 destructions adverses par match. Enfin, des coachs aussi connus pour leur jeu poétique, Mamet est donc, comme je disais, 3e place, et Bozo également, le nain, 33 points, donc 33 destructions adverses depuis le début de la saison. Donc encore une fois, Buckler est déjà pas mal devant, mais la compétition pour le titre du coach ou de l'équipe la plus violente du championnat n'est pas encore terminée. Alors les moins violents, alors là rapidement, donc on va retrouver des équipes légères forcément. Sur le deuxième tiers, c'est Sobek, il a fait que 2 destructions adverses en 5 journées, suivi par Kelflint à 3 destructions, mais bon, Kelflint, encore une fois, a un match de moins dans les pattes. Et enfin, à la 3e place, on trouve 2 coachs pour qui c'est dur, Poire Abricot et Kossus, 4 destructions adverses par match seulement. Donc tous ces coachs-là sont à moins de 1 destruction adverse par match. Ceci explique peut-être leur classement un peu difficile, même si Sobek, malgré tout, s'en sort plutôt bien. Donc ça veut dire que vraiment, il cible pas son jeu sur l'impact physique. C'est vraiment l'agilité, l'adresse et l'esquive, je pense. Alors, au général, les coachs les moins violents, on va retrouver encore une fois du léger. Syrax, seulement 9 destructions adverses depuis le début de la saison, moins de 1 destruction adverse par match depuis le début de la saison. Donc, et là-dedans encore, une fois, je compte les agressions, les sorties ED, les sorties que les adversaires se font eux-mêmes, les sorties publiques, il en fait moins de 1 par match. C'est pas suffisant, même avec l'Union Elfique. Il est suivi par Nabolo en Elf, là encore 10 destructions adverses seulement, donc 1 par match seulement, à peine pour Nabolo, même si bon, il s'en sort un peu mieux que Syrax, mais c'est quand même bas. Et derrière, on a deux coachs légers ou moyen légers, à savoir Bosque et Kossus, 11 destructions adverses seulement depuis le début de la saison, 1,1 par match. C'est pas fameux pour ces coachs-là. Voilà.
Very nice stadium, Jim. Alors terminant cette revue du détail de la violence de la Lutèce, passons peut-être à la popularité des équipes, aux gains et enfin à la statistique essentielle à mon sens pour bien visualiser la forme des différentes équipes en championnat, à savoir l'expérience gagnée. Au niveau du public, forcément, c'est l'explosion, hein. La Lutèce est de plus en plus populaire, forcément, et donc elle attire de plus en plus de supporters. On est à une moyenne de 5325 supporters par équipe par match. C'est beaucoup mieux que le premier tiers, évidemment, puisqu'il y avait moins de popularité. On était à 4567 supporters par équipe et par match. Et c'est forcément mieux aussi que sur le deuxième tiers de l'année dernière, où on était à 4915 supporters par match. Forcément, avec le changement de règles, les coachs ont enfin compris qu'en début du championnat, il fallait peut-être investir un peu de sous en popularité pour avoir plus de public et avoir plus de sous. Le premier qui l'avait compris, je crois que c'est Nabolo. Ah, Nabolo. Donc, chapeau bas, encore une fois, tu as été un visionnaire. Je pense que c'est pas toi qui es tombé dessus. On a dû te guider. Enfin, j'en sais rien, je suis mauvaise langue. Mais tu as été un visionnaire à la Lutèce en ayant été un des rares l'année dernière, voire unique coach à avoir pris directement 6 en popularité. Bon, la difficulté, c'est que ton roster, il était composé avec 2 pieds gauche. Mais c'est pas grave. Tu avais compris qu'il fallait investir dès le début en pas mal de public pour avoir tout de suite beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de coachs qui ont fait de même cette année. Et donc, du coup, forcément, ça donne plus de popularité et plus de public. Alors, du coup, effectivement, la moyenne générale, elle explose. 4946 supporters par match et par équipe depuis le début de la saison. Donc, presque 5000 supporters par match, hein. Donc, voilà, c'est génial. C'est comme si on avait fait à chaque fois un 3 ou un 4 au dé de 6 et qu'on rajoutait 3 de pop. Donc la moyenne est excellente. Forcément, elle est meilleure que sur que l'année dernière à la même période, où on était à 4410 à peine. Donc vous voyez, il y a presque 500 supporters par match en moyenne de plus par équipe, hein. Donc on est même mieux que la moyenne générale de l'année dernière qui était à 4728. Donc 4946 supporters par match sur les 10 journées, c'est un résultat énorme. Ça veut dire que oui, les équipes gagnent pas mal de sous, on va voir ça tout de suite, et ça nous promet juste, avec tout ce pognon-là, de beaux playoffs, parce qu'à mon avis, les sorciers, les stars, les inducements, en veux-tu, en voilà, vont pleuvoir, et ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime voir à la Lutèce, et c'est ce qu'on aime voir dans le football. C'est ça qui nous passionne, c'est des matchs, forcément des matchs, déjà c'est des matchs en jeu, les playoffs, mais si en plus s'y mêlent des inducements achetés avec le pognon que les coachs auront amassé, ça va faire des matchs magnifiques. Alors, quels sont les rosters les plus populaires sur le deuxième tiers ? Là, forcément, la popularité se nivelle d'elle-même parce que il y a des coachs qui ont pris plein de popularité en début de saison, mais à force de perdre leur match, ils en ont perdu. Par exemple, les Renégats du Chaos de Yeti, c'est exactement le cas. Même s'il reste assez populaire, sur le deuxième tiers, on voit qu'il a totalement disparu. En fait, le roster le plus populaire sur le deuxième tiers, c'est les Skaven avec 6650 supporters par match et par équipe, ce qui est énorme, presque 7000 supporters par match par équipe Skaven. Suivi d'Eslan, toujours aussi populaire, mais ça c'est parce que Aredel a pas mal investi dessous en début de saison dans la popularité. 6600 supporters par match sur le deuxième tiers. Enfin, suivi par des rosters qui fonctionnent à merveille. Elf Sylvain et Homme Lézard, 6400 supporters par match par équipe. Forcément, des rosters qui performent, ça attire du public. Et au général, c'est les Slans devant, parce qu'Aradel, mine de rien, il s'en sort avec son équipe. Et comme il est roster uni représenté, ça lui fait 7000 publics par match. À 7000 publics par match, c'est pas mal quand même, hein. Il a une grosse popularité. Il varie entre 6, 5, 4 au pire, 4 de pop au pire. Vraiment, c'est le roster le plus populaire depuis le début de la saison, les Slans. Suivi encore par les Renégats du Chaos, mais encore une fois, là, c'est un roster uni représenté. Donc, Yeti, il lui reste encore de la pop du début de saison. Donc, même si là, en deuxième tiers, il a baissé. Il est à 6400 supporters par match, mais ça risque de baisser. Il risque de sortir du podium en fin de saison. Enfin,
un roster qui fonctionne très 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 bien et avec des coachs qui ont investi en popularité en début de saison. C'est la Halfling, 6100 supporters par match. Et ouais, la Halfling, le roster le plus populaire de la Lites parmi les rosters multi-représentés. Donc bravo, encore une fois, bravo au coach Halfling. Le public vous aime, vous voyez vous-même, le public adore à vos matchs. Donc non, faut continuer les gars. Et je veux que vous fassiez des étincelles en playoff. Du côté des moins populaires maintenant, c'est un peu toujours pareil. L'Alliance du Monde, forcément les résultats mauvais n'attirent pas du public. Et comme il est uni-représenté ce roster, c'est seulement 3400 supporters par match sur le deuxième tiers. Les Vampires également, alors là c'est pareil, mauvais résultats, plus pas peu de pop, 3500 supporters par match seulement pour les deux équipes Vampires sur le deuxième tiers de la saison. Enfin, un roster pour qui ça va vraiment pas, c'est l'Union Elfique, et un roster qui navigue entre le bon et le moins bon, les Gobelins, tous les deux 3800 supporters par match sur le deuxième tiers. Au général, les Vampires restent quand même le roster le moins populaire. 3500 supporters par match seulement pour les deux équipes depuis le début du championnat par match. C'est vraiment très bas et forcément ça se ressent au niveau de leur trésorerie. L'Alliance du Monde, 3500, donc un peine mieux que sur le deuxième tiers de la saison. Enfin, les élus du chaos, forcément avec une deuxième partie de la saison tellement mauvaise, ils perdent en popularité. Le public s'en va des stades quand les élus du chaos jouent et ça fait seulement 3600 supporters par match pour les élus du chaos. À noter que les humains restent le 5e roster le moins populaire, ce qui change totalement la donne par rapport aux années passées où les humains étaient un des rosters les plus populaires. Là, avec seulement 3825 supporters par match par équipe, c'est vraiment le 5e roster le moins populaire. Donc vraiment, on a un changement de paradigme au niveau de la popularité sur les règles de Blood Bowl 2020, parce que les humains, avec si peu de popularité, on n'a jamais vu ça, honnêtement. Au niveau des coachs, qui sont les coachs les plus populaires, sur le deuxième tiers de la saison, c'est étrange, mais c'est Bosk. Bosk, il a presque 9000 supporters par match, 8800 supporters par match. Il est presque au max à chaque rencontre. Ça joue à guichet fermé pour les Scaven. Là. C'est le stade vélodrome des Scaven. C'est pas possible. Il doit, déjà, il a beaucoup de pop. Il a investi en popularité en début de saison et il doit faire des gros jets tout simplement sur les jets de public. Presque 9000 supporters par match durant les 5 derniers matchs. C'est énorme. Nika, qui fonctionne super bien dans le roster, est quasiment invaincu, je crois, presque invaincu sur le deuxième tiers. Il est à 8400 supporters par match seulement. Je crois qu'il est même invaincu. Mais 8400 supporters par match seulement, c'est énorme. Mais par rapport à Bosk, c'est 400 supporters en moyenne de moins par match. C'est grand quand même, c'est beaucoup. Enfin, vous voyez, pour vous montrer l'écart, à la 3e place, on a Magus et Dritz, les deux coachs qui fonctionnent très bien et qui ont investi en popularité aussi en début de saison. Ils sont seulement à 7800 supporters, moins de 1000 supporters de moins en moyenne par match par rapport à Bosk. C'est là où vous voyez la folie, la furieuse, la furia qu'a envahi les stades lorsque l'équipe de Bosk joue. Pour autant, elle ne joue pas si bien que ça, mais en tout cas, elle est hyper populaire sur le deuxième tiers de la saison. En général, c'est toujours Dritz qui domine les débats, 8100 supporters par match depuis le début de la saison, mais Bosk se rapproche, 7900 supporters en moyenne par match. Et enfin, toujours un coach qui fonctionne bien et dont l'équipe fonctionne bien et qui avait investi en popularité en début de saison. Donc, comme je disais, Magus, 3e place, 7500 supporters par match. Donc, c'est entre ces trois coachs-là que va se jouer le prix du public de l'équipe la plus populaire, du public le plus fervent. Pour l'instant, Dritz est devant, mais très très vite, Bosk le rattrape très rapidement. Tout dépendra de leur forme sur le 3e tiers. Alors maintenant, parmi les équipes les moins populaires, là, c'est vraiment ceux qui tirent la gueule. Sur le 2e tiers, c'est Syrax, 2400 supporters par match seulement. Poire Abricot, donc en Vampire, 2800 supporters par match seulement. Et puis, un des coachs pour qui c'est très dur, Mamet, 3000 supporters par match seulement sur le 2e tiers.
Et au général, bah ouais, malheureusement, le dernier paye les pots cassés. Mamet, 2900 supporters par match uniquement depuis le début de la saison. Syrax, donc, comme je disais, à cause d'un deuxième tiers très mauvais, 3100 supporters par match au total en moyenne sur les deux tiers de la saison. Et enfin, Poire Bricot qui est rejoint à la troisième place par Yogsgul, 3200 supporters par match seulement. Donc, c'est vraiment des coachs là, pour le coup, qui ont très peu de public et donc très peu de gains. On va voir ça tout de suite. C'est parti, parlons des gains maintenant. Donc, comme je disais, plus de public et plus de touchdowns, forcément les gains augmentent de manière énorme. Les gains explosent tout simplement sur le deuxième tiers de la saison. Nous sommes à 64 517 pièces d'or gagnées par coach et par match sur le deuxième tiers de la saison. C'est forcément mieux que les 57 910 pièces d'or par match sur le premier tiers de la saison, mais vous voyez, c'est 7000 pièces d'or d'écart déjà. C'est également mieux que le deuxième tiers de la saison dernière où on était à 61 550. Donc c'est 3000 pièces d'or de plus que par rapport à la saison dernière. Donc forcément, là on voit que les coachs profitent pleinement du système, ont appris à profiter pleinement du système de gain de cette nouvelle version de Blood Bowl. Enfin nouvelle, ça fait déjà bientôt 3 ans. Sur la moyenne générale, on est très bien aussi. 61 214 pièces d'or par équipe par match. C'est bien mieux que la moyenne générale à la même période de l'année dernière. On était à 55 700. Donc vous voyez, c'est 6000 pièces d'or de plus. Et c'est même largement mieux que la moyenne totale de la saison dernière qui était à 58 966 pièces d'or par match et par coach. Là, on est à plus de 61 214 pièces d'or. Donc, c'est vraiment, les lutins sont très riches, très très riches. Les équipes sont vraiment exceptionnellement riches, peut-être même trop riches, peut-être trop riches. Rendez l'argent au peuple, les gars, rendez l'argent. Vous en prenez trop. Ça coûte trop cher. Les gens payent trop cher leur place, c'est pas possible. Le Blood Bowl, ça reste un sport pour le peuple, ok, pas pour les nantis parisiens ou lutétiens. Alors, quels sont les rosters les plus riches sur le deuxième tiers de la saison? C'est forcément celui qui fait plein de public et qui marque énormément de touchdowns. Vous l'avez deviné, c'est bien les Elfes Sylvains, 85 000 pièces d'or par match sur le deuxième tiers de la saison. Ils se payent un receveur par match, presque un receveur par match. Donc vous pouvez lui abîmer les joueurs, c'est pas grave. Il a de quoi racheter, Zaiko. Derrière, énormément aussi de pièces d'or de gagner. Les Scaven, 80 000 pièces d'or. Sachant que là, encore une fois, ils sont 4 équipes pour ce roster, donc la moyenne est géniale. 80 000 pièces d'or, pareil, c'est un coureur d'égout par match qu'il gagne, les Scaven. Enfin, un des rosters qui marche de feu de Dieu sur le deuxième tiers de la saison, les Elfes Noirs, 76 500 pièces d'or de gagner par match. Donc là encore, un 3/4 facilement rachetable pour chacun des Elfes Noirs par match. Parmi les rosters les plus riches depuis le début de la saison, c'est les Elfes Sylvains, évidemment, encore et toujours. 84 500 pièces d'or par match en moyenne de gagner depuis le début de la saison. L'écart est immense, énorme par rapport aux autres rosters, parce que les Scaven qui arrivent juste derrière sont déjà à 10 000 pièces d'or en moyenne de moins, à 73 625 pièces d'or par match et par coach de gagner, ce qui est déjà extraordinaire, soyons honnêtes. Plus de 73 000 pièces d'or par coach et par match depuis le début de la saison, c'est déjà énorme. Mais vous voyez l'écart immense entre les Elfes Sylvains et les Scaven. Et derrière, un roster qui marche plutôt pas mal depuis le début de la saison et qui fait plein de pognon, c'est les hauts elfes. Plus de 70 375 pièces d'or par coach et par match depuis le début de la saison. Là aussi, les hauts elfes peuvent laisser venir parce qu'ils se payent un 3/4 par match sans problème. Alors, quels sont les rosters les moins riches pour le coup? Donc les plus pauvres sur le deuxième tiers de la saison. Sur le deuxième tiers, le roster le moins riche, c'est l'Alliance du Vieux-Monde, 50 000 pièces d'or de gagner seulement. Forcément, peu de résultats, peu de touchdowns, et donc ça se ressent au niveau de la trésorerie. Derrière viennent les élus du chaos, pardonnez-moi, avec 51 000 pièces d'or par match. Ensuite, les vampires, 52 000 pièces d'or.
Et c'est le même trio qu'on retrouve parmi les rosters les moins riches du championnat pour l'instant, sur les 2 tiers de la saison. On a les Vampires à 46 750 pièces d'or. L'Alliance du Monde à 50 500 pièces d'or en moyenne depuis le début de la saison. Puis les élus du chaos, 51 000 pièces d'or par match de gagner seulement. Donc vous voyez l'écart immense par rapport, par exemple, aux elfes sylvains. Maintenant, quels sont les coachs les plus riches? Sur le deuxième tiers de la saison, le plus riche, c'est Ashram. 430 000 pièces d'or de gagné en 4 matchs. Ça fait 86 000 pièces d'or par match. Derrière viennent à égalité Zaiko, forcément, et Nikap, 425 000, donc à peine 5 000 de pièces d'or de moins qu'Ashram. Enfin, en troisième place, Bosk, un autre Skaven, et un Elf, Azroag, 420 000 pièces d'or. Donc seulement 5 000 de moins que Zaiko et Nikap sur les 5 matchs joués. Alors, quel est le Crésus pour l'instant de la Ligue? Donc, comme je disais, c'est Zaiko. 845 000 pièces d'or déjà de gagné depuis le début de la saison. Presque 1 million. On est presque au million, là. Ça y est. Ensuite viennent Martoni et Elix avec leur Skaven à 820 000 pièces d'or de gagné. Enfin, un coach qui arrive en catimini, mais qui est là, dont l'équipe marche bien et qui gagne pas mal de sous depuis le début de la saison. Magus, 815 000 pièces d'or de gagné depuis le début de la saison. Qui complète le podium. Dritz, qui était premier à l'issue de la J5, tombe à la 6e place à cause de résultats un peu moins bons sur le deuxième tiers de la saison. Donc, il passe de la première place du Crésus à la 5e place. Alors maintenant, quels sont les mendiants de la Litesse? Forcément, avec 2 abandons, les stats sont un peu faussés parce qu'on a quand même 2 équipes qui forcément ont un match en moins pour les sous. Donc du coup, c'est bien Kelflint qui arrive parmi les plus mal classés, mais il partage cette place avec Poire Abricot. 220 000 pièces d'or de gagner seulement, soit 2 fois moins qu'un Ashram par exemple, sur les 5 derniers matchs joués. Ensuite viennent Laragne et Pedro. Là, c'est un peu étrange, mais ils gagnent que 240 000 pièces d'or sur ce deuxième tiers. Enfin, 2 coachs qui marchent vraiment mal, les deux derniers, en fait, l'avant-dernier et le dernier. Syrax et Ma Big Burger, 250 000 pièces d'or à eux deux, chacun de gagner seulement sur le deuxième tiers. Alors, quel est le roi des mendiants pour l'instant? Poire Abricot, malheureusement, figure comme le grand favori de ce titre mal aimé. Il est à 420 000 pièces d'or depuis le début de la saison. C'est-à-dire que sur les 10 matchs joués, il a gagné moins de pièces d'or que Ashram sur les 5 derniers matchs joués. C'est pour vous montrer un peu l'écart. Kelflint, mais bon, qui a un match au moins, 465 000 pièces d'or, mais vous voyez déjà l'écart entre Kelflint et Poire Abricot, sachant que Kelflint, encore une fois, a un match de moins. Enfin, un autre coach, pourtant dans le roster marche bien, mais qui ne gagne pas beaucoup de sous, Ankh-Morpork, 470 000 pièces d'or seulement, mais on voit bien que l'écart est déjà grand par rapport à Poire Abricot. Donc, à mon avis, Poire Abricot, le titre du roi des mendiants, il est pour toi cette année. The Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Voilà sur les sous. Passons maintenant à la stat essentielle. Je garde toujours pour la fin, c'est-à-dire celle qui démontre quel roster fonctionne bien et qui est en baisse de régime, à savoir l'expérience glanée par les joueurs eux-mêmes, sachant que, encore une fois, je me répète, mais je mets toute l'expérience gagnée. L'expérience apportée par les stars, ça compte aussi, parce qu'une star, quand elle fait une sortie, ça fait une sortie. Donc, ça permet, si je mets ça dans le total de l'XP, ça permet de voir tout simplement la bonne forme ou la méforme de chacun des rosters. Alors, sur le deuxième tiers de la saison, c'est moins bon que sur le premier tiers. On gagne 57,53 points d'expérience par équipe, soit 11,5 par match. C'est moins bon déjà que le premier tiers. Ça, j'arrête pas de le répéter. Le deuxième tiers, on est vraiment moins bon. On était à 11,78 XP de gagné sur le premier tiers de la saison.
De même, l'année dernière, le deuxième tiers était énormément mieux au niveau des équipes. On était à 61,57 XP gagnés par équipe sur le deuxième tiers de la saison, soit 12,31 XP par match. Donc là, on voit qu'on est clairement à la traîne. Même si on marque pas mal de touchdowns, on en marque quand même moins que l'année dernière, en moyenne, hein, encore une fois. Et on fait un peu moins de sorties. Donc, sur la moyenne générale, là, vous pouvez regarder par rapport... est-ce que vous vous situez dans cette moyenne, au-dessus de la moyenne ou en dessous? La moyenne est à 116,46 XP par équipe, soit 11,64 XP de gagné par match, encore une fois, en comptant les XP faits par les stars, naturellement. On est mieux loti que, malgré tout, que à la même période l'année dernière, où on était à 115,95 XP par équipe, soit 11,59 XP par match. Donc on est légèrement mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu tout simplement un démarrage extraordinaire cette saison. Et du coup, en fait, si on regarde bien, la moyenne aujourd'hui de 11,64 XP gagné par équipe par match, c'est exactement la même moyenne générale de la saison dernière, des 15 journées de la saison dernière, 11,64. Donc on est vraiment sur une tendance moyenne par rapport à la saison dernière. Et là encore une fois, je me répète, c'est étrange. Normalement, on devrait être meilleur dans la mesure où il y a pas mal de minus. Et donc normalement, on devrait faire plus de sorties et donc gagner plus d'XP. On ne le fait pas et c'est peut-être pour cette raison-là que les équipes agiles ou les équipes rapides ou les équipes minus marchent si bien en compétition cette année. Alors, quels sont les rosters les mieux lotis en termes d'expérience? Forcément, encore une fois, mais ça, c'est parce que le roster est uni représenté. C'est les Elfes Sylvains qui arrivent en tête, avec 90 XP de gagner sur les 5 dernières journées, soit 18 XP par match. 18 XP par match en moyenne, quand même. C'est juste incroyable. Derrière arrivent les Skaven avec une moyenne de 70,25 XP par équipe sur le deuxième tiers, soit 14,25 XP par match, ce qui est déjà énorme aussi pour un roster quand même qui est représenté par 5 équipes. Enfin, un roster qui cartonne sur ce deuxième tiers de la saison, les Elfes Noirs, 69 XP de gagner en moyenne, soit 13,8 XP par équipe. Rappelez-vous que sur le premier tiers de la saison, ils étaient parmi le roster Elf Noir était parmi ceux qui ont gagné le moins d'XP. C'est là où on voit le gap qu'ils ont franchi sur le deuxième tiers de la saison. En général, forcément, les Elfes Sylvains caracolent toujours en tête avec 188 XP. Encore une fois, une seule équipe qui représente le roster, donc c'est un peu plus facile. Derrière arrivent les morts vivants grâce à un superbe début de saison, 147 XP, encore une fois là aussi une seule équipe. Enfin à la troisième place arrivent les Skaven avec 142,5 points d'expérience par équipe en moyenne depuis le début de la saison. Excellent résultat, étant en plus précisé que c'est le premier des rosters multi-représentés et ils arrivent déjà à la troisième place, directement à la troisième place. Tout simplement, ça prouve la superbe forme de ce roster-là. N'oublions pas que les deux premiers au classement, il s'agit bien de deux équipes Skaven. Ceci explique certainement cela. On le voit dans la forme au niveau de l'expérience gagnée. La forme des Skaven est extraordinaire. Alors maintenant, les rosters les moins expérimentés, sur le deuxième tiers, et là on verra ceux qui vraiment marchent pas bien, les élites du chaos, 36 XP seulement de gagner, forcément, et quand on verra ensuite les résultats du roster et de Gobs, c'est la dégringolada, c'est la descente aux enfers, donc là aussi ça le démontre, le curseur expérience le démontre clairement. Les vampires également, 43,5 XP seulement de gagner sur ce deuxième tiers. Enfin, les nains du chaos. Les nains du chaos, étrangement, sont là. 44,5 XP en moyenne. Troisième roster le moins pourvu en expérience sur le deuxième tiers de la saison. Ça démontre bien, tout simplement, un deuxième tiers piteux, vraiment piteux, pitoyable de la part des nains du chaos en championnat. En général, depuis le début de la saison, le roster le moins expérimenté en moyenne, c'est bien les vampires. 89 XP en moyenne par équipe de gagner. C'est moins du double de ce qu'ont fait les Elfes Sylvains quand même. 8,9 XP par match. C'est vraiment insuffisant pour faire quelque chose, pour exister en Ligue cette année. Les Gobelins également, 91 XP
de gagner. Bon, les Gobelins s'en fichent un petit peu, c'est des Munus. Ils ont quand même besoin d'expérience, mais moins que les autres rosters. C'est pas là-dessus qui compte. Enfin, les Renégats du Chaos, là aussi, un roster uni-représenté et qui marche mal. 92 XP seulement de gagner par Yeti depuis le début de la saison. Donc, c'est vraiment pas bon pour ces rosters-là. Alors, maintenant, au niveau des coachs, forcément, qui est le mieux pourvu en expérience? C'est Zaiko, hein, 188 XP, on a dit 188 XP avec les elfes Sylvains. Il domine les débats sur ce plan-là. C'est un record hein, sur les 10 journées jouées. Je rappelle que l'année dernière, Nicap et Le Propre, avec leurs orques qui défonçaient tout, étaient à la 10e journée à 170 XP. Il est à 18 XP de plus, Zaiko. Donc vraiment, là, il explose les compteurs cette année. Derrière, et là vous allez voir l'écart, derrière la deuxième équipe, c'est Martenier Elix, c'est 167 XP. Donc il y a déjà 21 XP d'écart entre les deux équipes depuis le début de la saison. Enfin, Azroag arrive en troisième position avec 157 XP de gagné depuis le début de la saison. Alors sur le deuxième tiers, on retrouve à peu près les mêmes. Hein. Zaiko, 90 XP, 18 XP par match. Il fait 18 XP par match quand même, Zaiko. Extraordinaire. Azroag, 83 XP de fait, 16,6 de moyenne par match. Excellent deuxième tiers de la saison d'Azroag. Enfin, surprise, Manu à la troisième place sur le deuxième tiers, 82 XP, 16,4 XP de gagné par match. Excellent résultat aussi, et là on le voit, ce résultat démontre bien comment Manu grimpe au classement. Il s'accroche toujours au wagon des playoffs, il est pas encore fini, donc la stat le démontre clairement. Alors, quelles sont maintenant les équipes et les coachs les moins expérimentés? Les deux abandons faussent un peu la donne, surtout sur le deuxième tiers de la saison, parce que c'est bien Kelflind qui est le moins expérimenté avec 32 XP de gagner, 6,4 XP par match seulement. Mais là encore, il a un match au moins, donc voilà, la stat est un peu faussée. Derrière arrive Gobs quand même, 36 XP. Encore une fois, là on voit vraiment l'enfer qu'a été le deuxième tiers de la saison pour Gobs. Ça lui fait 7,2 XP par match seulement, alors que lui, il a bien joué ses 5 matchs. Enfin, à la troisième place, Poire Abricot partage cette place avec Gongon, mais qui lui, encore une fois, l'équipe de Gongon a fait un match en moins. Ça fait 37 XP pour ces équipes-là, 7,4 de moyenne par match. Au général, ce n'est pas exactement les mêmes qu'on retrouve. Le moins expérimenté de la saison reste Kossus. 77 XP de gagné seulement depuis le début de la saison, 7,7 par match. C'est vraiment le néant absolu, l'équipe de Kossus cette année. Il est temps pour Kossus de changer de roster, parce que je pense que la noblesse, il a fait le tour et il n'y arrive vraiment pas. Derrière, il arrive Poire Abricot, il est pas loin, hein, 78 XP de gagné depuis le début de la saison. Donc ça se joue pour l'instant à 1 XP près. Donc on verra quelle est à la fin de la saison entre ces coachs-là, quelle est l'équipe la moins expérimentée. Sachant que le troisième, Larron, est déjà à 10 XP de plus. C'est Bistouf, avec des nains du chaos. Il n'y arrive pas non plus cette année. 88 XP seulement de gagné depuis le début de la saison. 8,8 seulement par match avec des nains du chaos. C'est vraiment, vraiment, vraiment minable. Et on ne comprend pas, là, les nains du chaos dans les mains de Bistouf, ça ne marche pas cette année. Voilà, on termine cette longue litanie de stats générales. Je fais une première vidéo pour que ce soit digeste pour tout le monde. Je fais cette première vidéo, elle porte que sur les stats générales. On va faire un rapide tour de la forme des différents rosters dans une deuxième vidéo qui sera partagée en même temps avec le prix du meilleur chasseur. Et puis ensuite, on fera 2 vidéos supplémentaires, évidemment, pour l'analyse individuelle des coachs. Donc ça fera normalement 4 vidéos, les gars, 4 vidéos pour ce deuxième tiers de la saison. Je sais que vous aimez ça, les stats, vous en demandez, et je vais vous nourrir avec. Donc je fais au mieux et on se retrouve très très vite. Là-dessus, je vous dis ciao les gars, bonne soirée, bonne nuit et vive la Lutèce et vive l'After Lutèce, la seule émission que tout le monde s'arrache, la seule émission qui fait peur à TF1, n'oubliez pas ça. Allez, à très bientôt, ciao ciao les gars. No one likes us, we don't care. No one likes us, we don't care. No one likes us.